Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce nouvel épisode que je vais présenter avec Muriel ici présente, Muriel Josselin. Donc vous commencez à nous connaître toutes les deux. Muriel est hypnothérapeute, coach et praticienne en EFT. C'est long, mais c'est indispensable d'avoir toutes ces casquettes. Et vous le savez, je suis avocate et médiatrice en droit de la famille. Aujourd'hui, Muriel, on se retrouve pour un sujet qui me paraît essentiel. Et pour tout vous raconter, ce sujet nous est venu parce que quotidiennement, on s'aperçoit que finalement, les victimes n'arrivent pas à accepter la folie du PN. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment accepter la folie du PN. Et pourquoi on pose ce sujet ? Parce que sans acceptation, on n'avance pas. Donc, le préalable pour avancer, pour être de nouveau bien, pour être de nouveau quelqu'un de sain, être en conscience, se sentir bien, eh bien, il faut d'abord avancer en acceptant la folie du PN. Oui. Exactement. Alors, le mot folie, c'est peut-être pas vraiment le vrai mot qu'il faudrait utiliser, mais c'est le mot qui parle à tout le monde parce que après on peut débattre de savoir si c'est une pathologie ou si c'est une construction de la personnalité. Mais en tout cas, on s'est dit que c'était le terme qui allait quand même plutôt parler parce que souvent on a l'impression qu'on est dans un truc de fou quand on est avec un PN. Et puis surtout, c'est ce que nous disent les victimes. Elles nous disent, c'est quoi ce truc de fou ? Je ne comprends pas. Mais comment c'est possible ? Je montre ça, mais je dis ça, je montre les preuves, mais il n'y a aucune acceptation en face. Il y a négation de l'individualité. Donc on se dit, ça, c'est de la folie. Donc, on n'est pas là pour jouer sur les termes, on est là surtout pour comprendre comment accepter. Voilà. Alors, en fait, il y a une phrase qui peut tout résumer, c'est on ne va pas demander à une personne qui est en fauteuil roulant de courir à 100 mètres. Et bien, en fait, c'est la même chose. On ne peut pas demander à un pervers narcissique d'être empathique. Et l'empathie, c'est la condition même pour avoir une relation saine. Quand il n'y a pas d'empathie, en fait, on peut pas construire. Parce qu'en fait, on peut pas échanger en prenant en compte le point de vue et les besoins de l'autre. Donc, je veux juste revenir sur ce que tu as dit au début. On va pas demander à quelqu'un qui est en fauteuil roulant de marcher. En fait, il n'y a pas plus important. C'est que moi, je donne souvent une autre image, tu sais, à mes clients quand ils viennent au bureau. Je leur dis, supposons que j'ai l'Alzheimer et que j'ai oublié notre rendez-vous d'aujourd'hui. Est-ce que vous allez me dire, mais maître, vous avez oublié votre rendez-vous, notre rendez-vous ? Vous allez tout de suite accepter. Vous n'allez pas essayer de résister. Vous allez pas essayer de me convaincre. Mais comment ça, maître, vous avez oublié votre rendez-vous, notre rendez-vous ? Vous n'allez pas essayer. Et ben là, c'est la même chose. C'est exactement ça. Et en fait, avant même de continuer, à mon sens, sur l'épisode, il faut comprendre que cette acceptation, elle doit être très profonde. Et elle doit être vraiment ancrée. Ça doit être, je sais pas comment le dire. En tout cas, je pense que ces métaphores, que ce soit celle d'Alzheimer ou de la personne en fauteuil roulant, elles sont parlantes. Ouais. Parce qu'en fait, elles ramènent, moi, chaque fois que je l'expose à mes clients, et je pense que c'est pareil pour toi, chaque fois ils disent, ah bah oui, en effet, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas, quelque chose de concret. Vous allez pas me dire, là, le fauteuil, il est jaune. Vous allez pas me dire, ma robe, elle est rouge. Exactement. Et alors, il y a une raison, en fait, à ça. C'est que, en fait, pendant toute la relation avec un pervers narcissique, on garde espoir. Espoir que ça change. Espoir que on arrive à quelque chose. Espoir que la relation retrouve les soi-disant bons moments du début. Et en fait, cet espoir, il est toxique parce qu'il empêche justement l'acceptation et le fait de passer à autre chose. Tant qu'on s'accroche à cet espoir. Alors, j'ai toujours mes petites notes parce que ça va me permettre en fait d'être sûre de ne pas oublier des choses importantes qu'on a à se dire. Alors, donc déjà, la première chose, et c'est là-dessus vraiment qu'on va revenir, ça va être vraiment sur la folie du PN. Mais plus largement que ça, il y a vraiment une notion à prendre en compte dans sa vie de tous les jours et aussi dans le choix des personnes avec lesquelles on va interagir, c'est qu'il va falloir lâcher prise plus globalement avec d'anciens schémas. Le lâcher prise, ça va être que il va falloir lâcher prise avec les raisons aussi qui vous ont amené à être avec un pervers narcissique et lâcher prise avec tout le discours qui vous maintient dans la relation. Un des éléments de discours, par exemple, c'est justement ce que je disais, ça va s'améliorer. Ou avec tout ce que j'ai investi, tout ça. Donc, il va falloir faire des efforts. Exactement. Et il va falloir même lâcher prise avec le fait d'espérer un résultat différent en continuant de faire la même chose. C'est pas possible. Ça, c'est la définition même de la folie d'ailleurs. C'est de faire toujours la même chose et d'espérer avoir un résultat différent. Donc, il va falloir lâcher prise avec tout ça. Et on va pouvoir faire un peu la liste de tous les domaines avec lesquels il va falloir lâcher prise.
Et lâcher prise, c'est aussi un lâcher prise juridique parce que en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le PN, le classique, c'est qu'il va faire des informations préoccupantes contre vous en disant que vous êtes un mauvais père ou une mauvaise mère. Il va, se faire passer en tant que victime auprès de l'école, auprès des médecins, auprès du médecin traitant, auprès, bien entendu, des amis et de la famille. Il va aller porter plainte contre vous en allant simuler des violences et en disant que vous êtes un homme ou une femme dangereuse et que vous ne devez pas avoir la résidence des enfants. Il va, organiser son insolvabilité pour dire « j'ai pas du tout d'argent ». Et en fait, tous ces comportements, à partir du moment où vous les anticipez, ça permet justement le lâcher prise. Oui, parce qu'en fait, une grosse partie de ces comportements, ça va vous empêcher de lâcher prise Exactement. si vous ne le faites pas. Exactement. Ils vous remettent tout le temps dans le lave-linge qui tourne, en fait. Ouais, c'est le lave-linge, voilà, c'est exactement ça. C'est un cycle. C'est ça. Et donc, le but, c'est vraiment d'en sortir. Et il y a que vous qui allez pouvoir en sortir. Faut pas compter. Dans une relation saine, les deux cherchent une solution. Là, vous êtes seul à chercher une solution pendant que l'autre essaie au contraire de vous remettre dans le système de façon invariante, quoi. D'ailleurs, une bonne technique, à mon sens, bien sûr, ça se résume pas au PN, mais une bonne technique, à mon sens, pour comprendre qu'une personne est perverse narcissique ou un trouble de la personnalité narcissique, juste un indice, c'est par exemple quand on voit quelqu'un qui a commis une erreur, quoi. On sait que la personne elle a commis une erreur, mais elle est incapable de s'excuser. Mais même sur un truc idiot, c'est-à-dire j'ai renversé, un verre, et la personne, si je renverse un verre, par exemple, si je suis PN, je vais dire, c'est ta faute, Muriel. Incapable de reconnaître une erreur, même ridicule. Je dis pas que c'est une personne qui va être PN, mais ça peut être un signe qui alerte. Ça peut. Ou alors, quand il s'excuse pour obtenir autre chose. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, parce que de temps en temps, on entend des gens dire les PN s'excusent jamais. C'est pas vrai. De temps en temps, ils s'excusent. Mais c'est parce que ils en espèrent quelque chose. Exactement. Donc, voilà. Et d'ailleurs, comme on parle des excuses, on n'en avait jamais parlé. La notion d'excuse, pour moi, souvent on dit il faut s'excuser quand on fait une erreur. Mais pour moi, c'est... l'excuse dans la relation avec le PN, elle est utilisée comme une arme. Mais tu devrais t'excuser de ce que tu as fait. Mais tu n'as pas honte de ce que tu as fait. Il y a une culpabilisation qui... voilà. Tout à fait. Alors, il faut savoir aussi quand même que le pervers narcissique, souvent, et on ne le dit pas assez, il choisit une proie qui va être quelqu'un comme un peu un bon petit soldat. Parce qu'en fait, il vous recrute. Il vous recrute sur certaines qualités qui sont pas toujours décrites, qui sont souvent celles aussi de tenir bon, d'être celui qui va faire des efforts, d'être un peu perfectionniste, de machin. Résilient. Exactement. Et du coup, l'une des choses avec lesquelles il va falloir lâcher, justement, ça va être avec ces petites phrases qu'on a dans la tête, d'essayer par exemple de tirer le meilleur parti de ce qui est en train de se passer. Fais un effort, fais-moi plaisir. Avec les drivers, exactement, bien sûr, les fameux transactionnels. Exactement. Donc tout ça, c'est ce qui va vous maintenir pendant très longtemps, souvent dans des relations avec des pervers narcissiques, et on va voir que ça fait partie des catégories, des choses avec lesquelles il va falloir lâcher prise, parce qu'il y a plein de catégories. Alors, on a préparé aussi un petit support que vous pourrez demander d'ailleurs pour pouvoir avoir vraiment la trace comme ça des différentes catégories et aussi des étapes et des choses concrètes à faire pour lâcher prise, parce que c'est important d'aller jusque-là. D'ailleurs, tu sais, quand là tu parlais des drivers ou par exemple, le driver « fais-moi plaisir, tu seras aimée si t'es parfaite », c'est à peu près ça. Pour moi, il faut vraiment comprendre l'origine des drivers pour s'en sortir. Il faut comprendre si ça vient de l'enfance, la plupart du temps, c'est le cas. Mais à partir du moment où vous sortez des drivers, c'est ce qui vous permettra de tenir tête par la suite au PN. Et même ces drivers, c'est encore pire, vous les avez au moment de la séparation. Vous voulez encore, la plupart du temps, être une femme ou un homme parfait dans la séparation, sauf qu'être parfait avec, un PN, ou dans tous les cas d'ailleurs, c'est impossible. Et qu'est-ce que la perfection ? Chacun va avoir sa propre définition. Donc la perfection, c'est une quête qui est inaccessible. Donc avoir comme quête l'inaccessible, c'est ce qui vous empêche de partir et d'avancer. Tout à fait. Alors une des difficultés aussi, d'ailleurs, à accepter la folie du PN, c'est que pendant la relation, le PN, il essaie de vous faire porter sa folie. Donc c'est très compliqué parce qu'en fait, vous devez essayer d'accepter un truc que lui, finalement, ne manifeste pas forcément tant que ça, mais où vous vous retrouvez vous-même à le manifester. Et c'est très, très, très étrange parce qu'en fait, il faut se débarrasser de la projection de la folie du PN. C'est pas juste se débarrasser de la folie du PN, c'est aussi de se débarrasser de la projection qu'il en fait. Tu peux me donner un exemple ? C'est les accusations projectives dont tu parles ? Exactement, ouais. Exactement. Par exemple, tu détruis la famille, c'est le classique. Comment tu peux me faire ça ? C'est ça.
T'es qu'une folle, t'es qu'un fou, t'as pas honte. Et là, une des façons justement de s'en affranchir, c'est de déconstruire le discours en remplaçant à chaque fois le tu par le je. Alors par exemple, si je te dis Muriel, t'es une folle, qu'est-ce que tu me dis? Eh ben en réalité, alors déjà, si le PN vous dit ça, la seule chose à faire, c'est plutôt la technique un peu du galet-gris de dire, écoute, voilà, oui, j'entends, c'est ton point de vue, tu as le droit. Ouais, ça ce que je conseille voilà, ça aussi. Ça, c'est très important de ne jamais rentrer dans l'argumentation, parce qu'en fait, là, on augmente et on nourrit le monstre, on va dire. Ouais. Hein. Et il y a un autre truc aussi. À partir du moment où on comprend que c'est un PN, on comprend que ces situations de crise, c'est des situations qu'ils apprécient. Oui. Ils y prennent du plaisir. Ils s'en nourrissent. Ils s'en nourrissent, exactement. Ils sont contents parce qu'ils ont de la considération. Ah bah oui. Ah oui, ils existent. Ah oui, complètement. Ouais. Ils n'existent que comme ça, en fait. Ouais. Ils n'existent que comme ça. Et en plus, en faisant ça, vous l'aidez à contenir sa folie. Parce que sa folie, vous allez la porter et vous allez aussi la contenir. Ouais. Parce qu'en fait, il y a toute une partie de la personnalité, le pervers narcissique en lui-même, il est très fragmenté et il a besoin de quelqu'un ou d'un contenant, qui peut être une institution aussi, je pense à des gens qui travaillent dans des institutions très contenantes comme l'armée, ça va servir de contenant à leur folie et ça va permettre justement que ça retombe un peu d'un cran et qu'ils arrivent à peu près à gérer leur vie. Alors que quand ce contenant s'en va, c'est là qu'il y a souvent des décompensations. Ouais. Voilà. Ce que tu dis, c'est tellement vrai. À mon sens, c'est ce que vivent les victimes de violences conjugales. Elles me disent souvent, aujourd'hui, si je ne pars pas, c'est parce que je n'ai pas suffisamment confiance dans la justice pour me protéger et protéger nos enfants. Et au moins, là, j'en avais une très récemment, mais le discours est identique chez toutes les victimes. Si je ne pars pas, j'arrive à peu près à le contrôler. Parce que les victimes, elles ont compris quelle nourriture le PN a besoin pour qu'il arrive à une forme de stabilité. Alors, moi, je le conseille aussi quand même aux gens quand ils sont en phase de pré-séparation. Exactement. Pendant la séparation. Je le conseille de continuer à jouer ce rôle de contenant en étant consciente qu'elle joue à ce moment-là ce rôle de contenant. Avant, elle n'était pas consciente qu'elle jouait ce rôle de contenant, donc on le conscientise. Mais c'est important de continuer de le jouer ce rôle-là, de tenir ce rôle parce que, en fait, pour le bien-être de tout le monde. Mais le risque de ce rôle de contenant, et j'ai aussi régulièrement des victimes qui ont très bien conscientisé la relation toxique, qui viennent me voir en me disant « J'ai pris conscience en somme de mon rôle de stabilisateur. Ouais, c'est ça. Et maintenant, il y a des moments où j'ai envie d'avoir un comportement où c'est moi qui prends le contrôle, où c'est moi qui l'utilise comme objet. » Et ça m'est arrivé de la voir. Et elles me disent « J'ai pris conscience de ce rôle-là et je m'en suis tout de suite écartée parce que j'ai compris, comment dire, que maintenant, en somme, j'ai compris comment ça fonctionne, comment tu as fait, mais moi, j'y prends pas de plaisir à être comme ça. » Alors, très souvent, en fait, on a des victimes de pervers narcissiques qui demandent « Est-ce que moi, je suis pas par hasard pervers narcissique ?» Tout à fait. Parce que parmi les projections, évidemment, il y a tu es pervers narcissique, tout à fait. Dis le pervers narcissique. Et comme la victime, entre guillemets, ou la proie, ou la cible, ou le partenaire du PN, est quelqu'un qui va se poser plein de questions, en général, il va effectivement à un moment se poser cette question-là. Oh, est-ce que ce qu'il me dit là sur le fait que je suis peut-être pervers narcissique, est-ce que ce serait pas vrai? Et là, effectivement, parfois, on peut probablement être tenté. Et moi, je dis toujours aux gens, on évite la contre-manipulation à outrance parce que c'est encore entrer dans leur jeu quelque part. Et c'est aussi prendre leurs attributs. Ça correspond d'ailleurs à ce que les pervers narcissiques appellent, ce qu'on appelle du leveling. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous faire avoir les mêmes comportements qu'eux pour après pouvoir vous les reprocher. Exactement. Donc, il vaut mieux l'éviter parce que ça va vous revenir en boomerang. Par contre, la dimension de contrôle, elle existe quand même assez souvent chez les gens qui sont en couple avec des pervers narcissiques. Et parfois, on n'a un peu pas envie de le voir, mais c'est pourtant assez vrai. Déjà, quand on est perfectionniste, on est quand même quelqu'un un peu dans le contrôle. C'est quelque chose qui est rassurant. Quand on est dans la posture du sauveur, on reste avec le pervers narcissique parce qu'on va essayer de l'aider, parce que c'est une forme aussi de contrôle. Mais même la dépendance, c'est une forme de contrôle. Tout ça, c'est une forme de contrôle. Donc, il faut savoir que si on veut entrer dans le lâcher-prise, il va falloir aussi renoncer à ce contrôle, quel qu'il soit. D'ailleurs, comment ne pas faire le lien d'ailleurs avec les chefs d'entreprise ? C'est quand même très compliqué. Quand tu es chef d'entreprise, tu as besoin d'avoir du contrôle. Comment trouver cet équilibre entre le nécessaire contrôle pour avoir une boîte tout simplement qui fonctionne et le lâcher-prise dont les employés vont avoir besoin également pour se sentir à l'aise. C'est une autre question, mais je trouve que c'est intéressant. Le vrai management, normalement, effectivement, doit permettre
donner des indications suffisamment claires pour laisser de l'autonomie et après avoir un contrôle qui soit même à la limite éventuellement collégial. Enfin, Ouais. voilà. Alors, donc du coup, une fois qu'on a compris qu'il va falloir lâcher prise, il y a plein de sujets sur lesquels il va falloir lâcher prise, plein de dimensions. C'est pas une seule, Non, mais attends, un seul type de lâcher comment prise. tu comprends que tu dois lâcher prise? Parce que c'est difficile de le comprendre, alors que le mécanisme des victimes, c'est justement qu'elles sont dans le contrôle. Donc, comment tu as fait comprendre qu'il faut lâcher prise? Quand tu as vécu 100 000 fois la même situation et que tu vois qu'avec le même comportement, tu arrives au même résultat qui est insatisfaisant, il y a un moment où il faut en sortir. Et Ouais, encore mais une c'est fois, pas c'est forcément- pas le pervers narcissique qui va en sortir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui allez en sortir. Oui, mais en fait, tu dis ça, mais ça pourrait être une autre raison que le contrôle. Tu dis, C'est toutes les raisons. À partir du moment où, en fait, il y a toujours la même situation qui se reproduit, parce qu'en réalité, avec les pervers narcissiques, on se rend compte qu'il y a des situations qui se reproduisent encore et toujours. d'accord. Si ces situations elles se reproduisent encore et toujours, et qu'en faisant toujours la même chose, vous obtenez le même résultat, il va falloir à un moment changer de comportement. D'accord, mais il peut y avoir, c'est tout un comportement. Et le contrôle est un élément à changer c'est pas parmi que le d'autres. contrôle. Non, Ok, c'est- d'accord. C'est dans toute la situation, tout votre comportement, toutes vos croyances aussi. Alors en coaching, on peut travailler avec ce qu'on appelle d'ailleurs les boucles auto-validantes, où on se rend compte qu'on a une croyance, on met en place des comportements, on a un résultat. Ok, si ce résultat il n'est pas satisfaisant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller essayer de commencer par aller viser un résultat différent et voir quel comportement il faut mettre en place pour obtenir ce résultat. Ok. Et quelle croyance dans ces cas-là tu vas éventuellement déconstruire pour faire comprendre aux personnes qu'elles doivent lâcher prise? Alors, c'est pas moi qui vais faire la liste des croyances. En général, les croyances, elles émergent lors de séances, par exemple dans des séances de FT, c'est l'Emotional Freedom Technique. Très souvent, on tapote des choses et puis là, à ce moment-là, je note ce que les gens disent. Et si jamais c'est pas travaillé ce jour-là, je le reprends et là, par exemple, peut-être le travailler à ce moment-là en coaching, en allant dire ah bah voilà, la dernière fois vous avez dit ça et on voyait bien que au niveau émotionnel, ça déclenchait un certain nombre de choses. Est-ce que tout est parti ou pas? Est-ce qu'il y a des comportements encore qui restent? Et quels comportements et quels résultats on peut essayer d'infléchir, quoi. D'accord, donc en fait, si j'ai bien compris, pour permettre aux personnes de lâcher prise, t'identifies les croyances et tu travailles et déconstruis ces croyances, en Alors, fait. ça va être en coaching. Mais bon, D'accord. c'est pour ça que j'ai plusieurs approches aussi. Tout à l'heure, quand je me suis présentée, j'avais plusieurs casquettes. C'est qu'en fait, travailler en hypnose, travailler en EFT ou travailler en coaching, ça va permettre d'aborder différemment certaines choses. Et parfois, avec certaines personnes, c'est une approche qui va être plus utile. Et avec d'autres, ça va être une autre approche qui va être plus utile. Donc, le but, c'est vraiment de travailler avec ces trois outils en complémentarité. D'accord, ok, très bien. C'est le but. Ok, d'accord. Donc, supposons maintenant que la personne, on est à ce stade-là, elle a pris conscience qu'elle doit lâcher prise. Comment lâcher prise? Alors, comment lâcher prise, c'est surtout aussi sur quoi lâcher prise. Ouais. Hein? Et ça, là-dessus, vous aurez le petit pense-bête qu'on a fabriqué parce que ce sera vraiment intéressant. Alors, au niveau mental, faut savoir. Alors, je me suis amusée parce qu'en fait, j'ai regardé toutes les facettes du lâcher prise et je me suis dit, ah bah oui, le PN, relation avec les PN, ça coche les cases, tout coche les cases, en fait. Donc là, je me suis dit, bah, du coup, on va vraiment aller sur l'ensemble des dimensions sur lesquelles il faut lâcher prise. Hein? Et toi, au niveau juridique, c'est une dimension supplémentaire. Bien sûr. Lâcher prise au niveau juridique, ça veut dire concrètement qu'il y a certains mails auxquels il ne faut pas répondre, qu'il y a certaines procédures, en somme, pour lesquelles il y a certaines procédures qu'il ne faut pas mener. Parfois, il faut abandonner, il faut choisir ces procédures. Il faut choisir de ne pas répondre à toutes les attaques, par exemple, qui figurent dans des conclusions ou dans des assignations. Il faut choisir de ne pas répondre, par exemple, quand le pervers narcissique va vous dénigrer dans un entourage, par exemple à l'école, ça c'est le classique, ou au travail, ou même auprès d'une banque. D'ailleurs, ça m'est arrivé encore récemment. Il y a plein de moments où il ne faut pas réagir, ou par exemple quand il vous provoque sur les enfants. Il faut comprendre. En fait, posez-vous la question, est-ce que c'est utile juridiquement que je réponde ou pas? Dites-vous bien qu'un juge en cas de conflit, il va pas lire 2 ans d'échange de mails, il en aura rien à faire. Travaillez plutôt avec votre avocat pour avoir quelques échanges de mails qui sont utiles, bénéfiques à la procédure, mais les autres ne seront pas utiles. Pour autant,
Juste un point. Ouais. Il faut surtout pas déraper dans les mails. C'est-à-dire que n'allez jamais menacer, faire du chantage, insulter. Parce que c'est exactement ce qu'ils cherchent pour ensuite dire, quand je dis il, c'est homme ou femme, c'est le pervers narcissique, c'est l'individu. Parce que, en fait, ce qu'il va chercher, c'est vraiment à vous faire vriller. D'accord? Donc, si vous vrillez, là, vous lui donnez de la matière pour dire « Ah, mais il est fou, ah, mais il est folle. Elle est folle. » Oui, il cherche à vous faire le faux pas. Et d'ailleurs, parmi les lâcher-prise qu'on pourrait aussi rajouter, c'est le lâcher-prise avec le besoin de justice. Parce qu'en fait... Mais tellement. Oui, parce qu'en fait, ça amène, je pense, à la mauvaise sélection des sujets sur lesquels se battre vraiment pour obtenir réparation. Sûr. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de se battre sur tout et n'importe quoi. Et on n'obtiendra, je pense, jamais... ni par un thérapeute, ni par un avocat, ni rien, une vraie réparation de cette injustice vécue ou subie. Donc moi, je le travaille, ce problème d'injustice, parce qu'en fait, c'est une problématique émotionnelle à travailler, mais j'imagine aussi qu'en justice... voilà. En fait, le besoin de justice, il est compréhensible, puisque toutes les personnes qui vivent une injustice juridique se disent la justice, elle est là pour ça. Sauf que pendant des années, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous avez vous-même pas vu que cette personne avait un trouble. Alors vous imaginez franchement que la justice, in fine, va être capable de voir ce trouble et de le réparer en plus. Bien sûr qu'elle n'est pas capable. Mais le problème, c'est que, certes, j'accepte que la justice ne soit pas capable de le faire, mais ça pose quand même des difficultés. Puisque, à force d'avoir une justice envers laquelle on n'ose pas dire, voilà, il y a un trouble de la personnalité narcissique ou des experts qui ne comprennent pas ou des preuves qui font défaut, le vrai problème, c'est que c'est des vies derrière qui sont détruites. C'est des enfants qui grandissent avec un PN, c'est des enfants qui sont en garde alternée avec un PN, c'est un harcèlement qui continue pendant des années, une violence économique qui continue pendant des années, et c'est surtout votre corps de victime qui continue de ressentir la violence de l'emprise. Donc, c'est bien joli de me dire oui, la justice, en fait, n'est pas là pour réparer, en quelque sorte, votre traumatisme. Sauf que, il y a un moment, la justice, il va falloir qu'elle se mette face à ce traumatisme qu'elle ne répare pas. Puisque, qu'est-ce qui se passe? C'est un sentiment, après, d'injustice qui, à mon sens, en fait, est d'une certaine manière justifié. Du moins, de point de vue de la justice. Le rôle de l'État, c'est quand même de protéger ses concitoyens. Ouais. En partie. Je suis d'accord, mais c'est là qu'il y a un travail émotionnel aussi à faire pour ne pas attendre de la justice on est d'accord. Ce qu'elle ne pourra pas offrir. Exactement. Voilà. Sauf que on doit prendre conscience de ce travail émotionnel qui doit être fait, les victimes, mais de l'autre côté, la justice doit quand même travailler pour aider ces victimes indirectement. Et le problème de la justice aussi, il va aussi se jouer au niveau de la famille ou de l'entourage. Et là, c'est pas la peine non plus. Les gens qui ne peuvent pas ouvrir les yeux dans votre entourage à un moment ou à un autre, c'est comme ça. Il y en a qui ouvriront peut-être les yeux plus tard ou pas. Et ça, c'est à vous de gérer votre blessure d'injustice à l'intérieur de vous. Ouais. Parce que plus vous allez aller clamer que vous êtes victime et tout ça, moins vous serez entendu la plupart du temps. Et ça, vraiment, j'ai envie d'insister sur ça. À force de clamer que vous êtes victime, en fait, il y a un moment, vous arrivez dans des excès parce que les professionnels, à un moment, vont vous dire « Non, mais d'accord, vous êtes victime, mais vous pouvez vous en sortir. » Ils n'ont pas compris, en fait, le degré de souffrance des victimes quand ils disent ça. Et si vous clamez, alors ça, au moins en justice, pas au cabinet, mais on va dire directement au tribunal, si on clame trop fort l'injustice, vous êtes décrédibilisé après. Parce que, en fait, la plupart ne vont pas comprendre le fonctionnement de l'emprise et vont même avoir le discours classique, et ils sont nombreux. Mais si t'étais pas heureux ou heureuse, pourquoi t'es pas parti? D'accord? Donc, il y a un moment, quand on entend cette question, elle est d'une telle violence, pour les victimes, elles me le répètent tout le temps. Mais c'est quotidien, ça. Qu'elles vont dans des commissariats, même avec les psys, qui disent « Mais pourquoi vous n'êtes pas partis ?» Ils en sont encore à ce niveau-là, parfois, certains. Donc, je trouve qu'il faut faire preuve d'empathie envers les victimes, de les comprendre, ça c'est déjà ça, d'être écouté, et en même temps de les remettre dans la réalité du contentieux. Exactement. Donc lâcher prise avec le besoin de justice, un des niveaux de lâcher prise essentiels quand on se sépare d'un pervers narcissique. Ouais. Alors après, le lâcher prise au niveau du mental, parmi les différentes catégories. On sait que quand on est avec un pervers narcissique, il y a beaucoup de confusion mentale qui s'établit. Il y a des croyances limitantes de plus en plus fortes qui se sont installées, avec lesquelles il va falloir lâcher prise. Il y a des pensées parasites. Même après la séparation, d'ailleurs, aussi, il y a ce qu'on appelle les flashbacks.
Donc, il va falloir travailler le lâcher-prise du mental. D'accord ? La confusion mentale, ça se manifeste comment pour toi, pour une victime de pervers narcissique ou de troubles de la personnalité narcissique ? En fait, c'est le fruit du gaslighting et des injonctions paradoxales. C'est-à-dire que le gaslighting, le pervers narcissique va vous faire croire à autre chose que la réalité des faits. Et vous allez douter de votre propre pensée. Donc ça, c'est très, très déstabilisant. Parce qu'en fait, on finit par se dire, mais est-ce que j'ai bien vu ? Est-ce que je pense correctement ou est-ce que je pense de travers ? Donc, c'est quand même très handicapant d'un point de vue cognitif. Et puis, donc j'ai dit le gaslighting et les injonctions paradoxales. Les injonctions paradoxales, je ne trouvais plus le titre en français, le mot en français. Là, c'est en fait le pervers narcissique qui va vous mettre dans ce qu'on appelle un double bind en anglais, c'est pour ça que je cherchais en anglais, je ne trouvais pas. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous donner un ordre et un ordre contraire, et que vous fassiez A ou que vous fassiez B, de toute façon, vous n'allez pas répondre à ces deux obligations qui sont contradictoires. D'accord. Donc vous serez placé en faute et que la petite fille sera fautive. Et donc si elle est fautive, pas aimée. Exactement. Et là, vous perdez confiance en vous. Et là, de plus en plus, vous ancrez en vous des croyances limitantes sur vos capacités, sur vos qualités, sur votre essence même. Et sur votre capacité à vous en sortir seul aussi, ce qui est très grave. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai régulièrement donc, au cabinet de confusion mentale. Le système, je vous en ai parlé plein de fois dans les vidéos, c'est que la victime du pervers narcissique va trop payer la plupart du temps dans les relations. Un exemple de confusion mentale pour une victime d'un point de vue financier, c'est par exemple de dire j'ai payé pendant toutes ces années, donc j'ai payé plus pendant toutes ces années. Le PN ensuite va dire oui, mais maintenant j'ai plus d'argent, c'est normal que tu payes davantage. Et après le PN qui va dire par exemple oui, tu ne payes plus assez, donc le niveau de vie de tout le foyer baisse, on n'est pas heureux. Et après la victime découvre que finalement le PN gagne davantage. Et alors qu'elle découvre qu'il gagne davantage, elle continue de payer en disant « Oui, mais ça a été comme ça et je suis là pour l'aider parce qu'il rencontre une passe difficile. » C'est-à-dire que vous voyez clairement, avec les éléments de preuve qui sont en face de vous, que vous gagnez plus, qui gagne plus également, que vous gagnez de l'argent, que vous participez plus, mais que le PN, en somme, gagne également très bien sa vie ou de manière totalement correcte, mais il continue de ne pas payer. Et bien, malgré ces éléments évidents, vous restez comme ça. Vous ne savez plus comment penser, mais vous vous plaignez quand même. Un autre, exactement le même genre de cas de figure, c'est le pervers narcissique qui en fait a des comptes cachés et la personne qui va ne pas demander de compensation ou de prestation compensatoire par exemple, en disant oh non mais je veux garder la meilleure relation possible avec lui. En fait il est gentil, il n'est pas méchant. Quelqu'un qui vous cache une partie de ses revenus et qui essaie de profiter de vous financièrement, si c'est quelqu'un qui est méchant entre guillemets, c'est pas quelqu'un qui veut votre bien en fait. J'ai même un autre exemple de confusion mentale qui arrive régulièrement pour les victimes de pervers narcissiques. C'est l'un des membres du couple qui va voir ailleurs au cours de la relation et qui ensuite le dit à l'autre membre du couple. Il y a une infidélité. Et bien cette infidélité qui est commise par la victime et qui est très classique dans les dossiers entraîne ensuite un abus accepté de la part du PN. Oui. Et donc pendant des années, et je dis bien des années, on ne parle pas d'une période de crise, pendant des années, le PN va utiliser l'infidélité de la victime pour justifier tout comportement abusif et toute emprise. Et ça, c'est très fréquent et je le vois très souvent. Et la confusion mentale, elle vient du fait que la victime va accepter ses abus sous prétexte qu'elle a été infidèle il y a 20 ans ou 10 ans. Oui, et là, on tombe aussi sur le lâcher-prise nécessaire au niveau émotionnel. Exactement. Voilà, parce qu'en fait, la culpabilité, ça va être une émotion sur laquelle le pervers narcissique va jouer. Alors, quand on est avec un pervers narcissique, il y a énormément d'émotions en jeu, des émotions de peur, de culpabilité, de honte. Enfin, il y a de jalousie aussi, parce que alors, souvent, le pervers narcissique, il est très envieux et il va projeter la jalousie. Il va aussi mettre en place des systèmes de comparaison, des systèmes de triangulation.
Donc, il y a énormément d'émotions très fortes qui vont être en jeu et il va falloir apprendre à lâcher prise avec ces émotions. Exactement. Je te parle juste, tu parlais de gaslighting. Tu sais, à chaque fois, on parle de gaslighting. Enfin, c'est un mot que tout le monde connaît maintenant. Et on dit que c'est dans la relation entre le PN et la victime. Eh ben, il y a quelques temps, pour la première fois, j'ai eu un gaslighting de masse. Pourquoi je dis de masse? Ah ben, moi, je l'avais jamais rencontré dans mes dossiers encore. Je t'explique comment ça se passe. Bon, pareil, situation d'infidélité. Là, c'était... Et donc, le couple, vit une période de crise. Et dans ce dossier, ce qui s'était passé, c'était que il y avait un des membres du couple, qui allait voir ailleurs. Et l'autre membre du couple a découvert cette infidélité. Il savait avec qui l'infidélité avait eu lieu. Et il a fait croire à tout l'entourage. Il s'est jamais énervé une seule fois. Il a pas changé de comportement, c'est resté son ami. Ils sont restés objectivement proches. Et donc, il a fait croire à tout l'entourage que cette infidélité n'avait jamais eu lieu. Et donc, tout le monde s'est un jour posé la question, mais pourquoi n'a-t-il rien dit? Et en fait, la victime, elle a compris que s'il a rien dit, c'est juste pour garder son image vis-à-vis de tous. Et c'est pour faire croire aux autres que finalement, il n'y a rien eu et qu'il n'y a pas de raison. Et ce n'est pas, en revanche, pour faire du gaslighting vis-à-vis de la victime. Parce que vis-à-vis de la victime, il y a toujours un maintien de l'emprise. C'est vis-à-vis des autres. Gaslighting de tiers, en fait. Exactement. Ouais. Mais à une échelle impressionnante, quoi. C'était une dizaine de personnes qui étaient concernées. Il y a énormément de couples pervers narcissiques qui tiennent sur du gaslighting, on va dire, effectif ou simplement joué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une illusion qui est maintenue. Et très souvent d'ailleurs, quand les couples se séparent, l'entourage est souvent assez surpris. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se sont jouées, mais qui ont été masquées. Il y a une illusion qui perdure, et c'est en fait effectivement une forme de gaslighting de masse. C'est le fameux théâtre dont on a parlé dans d'autres vidéos. C'est ça, exactement. Alors, il y a d'autres types de lâcher-prise auxquels il va falloir avoir recours pour accepter cette folie, accepter en plus que cette folie n'évoluera pas. C'est-à-dire que cette personne qui n'a pas un comportement sain ne pourra pas évoluer ni dans son comportement, ni dans ses émotions, ni dans rien, parce qu'en fait, c'est sa structure psychologique qui est comme ça. Donc, il n'y a aucune possibilité. C'est-à-dire que si on cherche à faire évoluer un pervers narcissique, on va le faire s'effondrer. Et là, sa folie, elle va sortir au grand jour. Parce qu'il faut savoir que si vous devez accepter sa folie, il faut savoir que lui, tous ces mécanismes de pervers narcissique sont pour que lui-même n'ait pas à reconnaître sa propre folie. Pour se protéger lui-même de sa propre folie. Donc, si jamais vous essayez aussi, par exemple, de mettre à jour sa folie, vous risquez, et c'est pour ça souvent qu'il rétorque avec énormément de rage, c'est que non, ça, tu touches pas à ma carapace et à mon masque, parce que si jamais tu mets ma folie à jour, moi, je ne la contrôlerai plus, et là, je vais m'effondrer. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin toujours d'être les victimes pour éviter de s'effondrer. Exactement. Alors, il y a plein de choses avec lesquelles il va falloir encore lâcher prise, plein de dimensions. Au niveau des relations, un lâcher-prise relationnel, ça va être quoi? Ça va être de sortir de sa dépendance affective dans laquelle on est parfois quand on est avec un pervers narcissique. Ça va être de sortir aussi de son syndrome du sauveur, par exemple, parce que c'est un lâcher-prise relationnel. Donc, il va falloir recalibrer sa façon d'entrer en relation avec les gens. Il va falloir questionner tout ça. Il va falloir aussi questionner le rapport qu'on a au jugement, à la critique, au regard des autres. Parce que souvent, quand on est avec un pervers narcissique, on vit dans une sorte de monde d'illusion. Entre autres, parce que soi-même aussi, on a du mal à accueillir la critique, ça nous blesse. On a du mal à entendre des feedbacks positifs. On a tendance à les voir comme étant négatifs, ces feedbacks. Donc, il va falloir recalibrer son relationnel avec tout le monde aussi. Et oser s'affirmer davantage. Et comment tu fais, par exemple, prendre conscience qu'il faut accepter la critique, que c'est pas forcément négatif, que ça permet de faire progresser? Comment tu travailles ça, toi? On travaille ça sous plein d'angles différents. Soit ça émerge au cours d'une séance et on le traite au cours de la séance selon la modalité dans laquelle on est. C'est-à-dire que si on est en coaching, on va le traiter en coaching. Si on est en EFT, on va le traiter en EFT. Si on est en hypnose, on va le traiter en hypnose.
Si par contre ça émerge mais qu'on n'a pas le temps de le traiter, on pourra choisir aussi une des autres modalités. Donc il y a vraiment plein de façons de faire. Par exemple, une des façons de faire aussi, c'est de travailler avec ce qu'on appelle les TCC, thérapies cognitives et comportementales, que je peux utiliser aussi de temps en temps, avec les pensées de catastrophe. Oh, et s'il arrive ça, alors qu'est-ce qui se passe? Et là, on détricote jusqu'au bout. Et s'il arrive ça, qu'est-ce qui se passe? Et s'il arrive ça, en fait, ok. Et finalement, c'est pas si grave que ça. Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est exactement ce que me disent les clients qui viennent au cabinet avant de se séparer. C'est qu'avant, en fait, leur discours, c'était « avant, je ne pouvais pas le quitter, je ne pouvais pas la quitter ». Et peu à peu, avec un travail thérapeutique, ils prennent conscience qu'ils peuvent prendre un appart, qu'ils peuvent, alors qu'ils n'avaient pas un sou, retrouver de l'argent, qu'ils peuvent réussir à gérer les enfants. Ah bah oui. Et en fait, c'est une acquisition de l'autonomie. C'est une réacquisition. Voilà, exactement. Et voire même une amplification, parce que parfois, il n'y avait pas forcément beaucoup d'autonomie au début. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Alors, en plus, quand on est avec un pervers narcissique, souvent, on est... avec tout cet enfumage mental et le fait qu'on est en fait en permanence à tourner, à essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer, on est tout le temps en état d'hypervigilance et d'alerte. On anticipe plein de scénarios catastrophes, donc du coup, travailler avec les pensées de catastrophe, ça peut être intéressant justement d'aller jusqu'au bout. Et de voir en fait si derrière, il y a par exemple d'autres situations qu'on a vécues antérieurement et les détricoter aussi en fait. Parce que souvent, c'est pas juste la situation de maintenant qu'on traite quand il y a vraiment des émotions très fortes. C'est souvent que c'est un rappel de situations antérieures. Et parfois, ça vaut le coup de remonter jusqu'à la situation d'origine, en fait. Ouais. Aussi, tu sais, je vois régulièrement, et je suppose que toi aussi, des personnes où tu comprends qu'elles vivent dans une relation toxique, potentiellement avec un pervers narcissique, et tu constates, dis-moi si ça t'arrive également, tu constates qu'elles n'ont pas la capacité d'ouvrir les yeux, littéralement, quoi, sur le comportement toxique. À ce moment-là, moi, je considère que j'ai une responsabilité, moi, de leur dire ce qui va se passer. La plupart du temps, elles vont considérer que c'est excessif et elles reviennent, les victimes, après, quelques temps après. Toi, quel travail tu fais quand tu rencontres de telles personnes? Alors, par exemple, quand on est en coaching... Normalement, c'est jamais au coach de dire à la personne ce qu'il en est. Elle doit amener l'autre à en prendre conscience. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, on va avoir beau dire les choses aux gens, si ça vient de l'extérieur et que c'est pas assimilé, que c'est pas intégré, en fait, ça sert à rien. Voire même, il peut y avoir dans ces cas-là des réactions de repli et de prise de défense du PN. Donc, c'est pas forcément toujours une bonne chose. En psychopédagogie, il y a un concept qui s'appelle la zone proximale de développement. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, il faut l'amener à faire le pas qu'elle est en mesure de faire. Pas le pas qu'on voudrait qu'elle fasse. Parce qu'en fait, ce pas-là, il n'est pas forcément bon pour elle aujourd'hui. Elle n'est peut-être pas en mesure de le faire, pas en mesure de le gérer. Donc ça, c'est important. Et puis, le but, c'est vraiment que ça vienne d'elle, parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle va vraiment passer à l'action. Sinon, le risque, c'est qu'on la remette dans un nouveau cycle, en fait, avec le pervers narcissique. Par contre, de temps en temps, ce que j'utilise quand même, c'est des exemples un peu vicariants. C'est-à-dire qu'en fait, je leur dis « Ah bah tiens, je me souviens, ah oui, il y a eu tel cas de figure. » Et là, la personne me dit « Ah bah oui, moi aussi, je vis ça. »« Ah bah tiens, j'ai déjà vu tel cas. »« Ah bah oui, moi aussi, je vis ça. » Et là, à ce moment-là, j'embraye en disant « Bah c'est normal parce que dans ces relations-là, en fait, même s'il y a des spécificités, les schémas sont quand même toujours très identifiables. » Et là, Et moi, en tant qu'avocate, tu me conseilles, parce que moi, je vois des personnes qui sont littéralement en danger de mort. Là, j'en ai régulièrement. Et même ces personnes donc elles sont en état de confusion. Elles ont compris qu'elles sont en danger de mort, mais elles ont quand même peur de faire les procédures, notamment alors bien entendu par manque de protection régulier de la justice. Elles ont littéralement peur d'un féminicide, d'un infanticide, mais aussi parce qu'elles portent encore une culpabilité. Est-ce que moi, en tant qu'avocate, qui ne suis pas psy, et c'est pas mon rôle, est-ce que c'est excessif d'aller leur dire quand même ce que je leur conseille, ou il faut que je leur dise? Parce que moi, j'ai une autre difficulté, c'est que si je le dis pas, j'engage aussi ma responsabilité professionnelle. J'ai un devoir d'information. J'ai un devoir de dire ce qu'il faut faire à ce moment-là. Oui, moi, ça m'arrive par exemple aussi avec des personnes qui viennent me voir et qui ont des pathologies psychiatriques. J'ai un devoir d'information. Ouais. Et dans ces cas-là, je leur dis, voilà, je pense que ça ne relève pas exactement de mon champ de compétences.
Et j'essaie d'orienter vers les personnes qui seront en mesure d'aider. Mais je pense qu'il y a un devoir d'information parce que sinon, on laisse la personne en situation de danger, quoi. Je suis contente de voir que la psychologie et le droit se rejoignent. Ouais, je pense qu'on s'est rencontrés aussi parce qu'on devait avoir sûrement une éthique professionnelle à peu près semblable, quoi. Moi, je préfère clairement que les clients partent parce qu'ils ne sont pas contents avec... quand je leur dis qu'il faut porter plainte, quand je leur dis qu'il ne faut pas interjeter appel, quand je leur dis que là, il vaut mieux lâcher prise, qu'il vaut mieux pas faire de mise en demeure, qu'il faut mieux... Je préfère clairement avoir des clients qui partent et leur conseiller, ce qui me semble approprié juridiquement. Et en général, je leur dis même, soyez rassurés, j'entends que ce que je vous dis est difficile à accepter. Et je peux vous dire, vous allez trouver, j'en suis sûre, des avocats qui auront une autre manière de penser, une autre approche. Je leur dis, et je suis parfaitement consciente que c'est la richesse du métier aussi. C'est d'avoir plein de personnes qui ont des vécus, des savoir-faire, des domaines de compétences différents. Oui, on est bien d'accord. Et par contre, je pense que c'est important d'avoir des clients qui comprennent notre façon de travailler parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on travaille comme ça. Et c'est parce qu'on travaille de cette façon-là aussi qu'on est bon dans notre façon de faire, quoi. Donc, voilà. Et moi, ça m'arrive aussi de dire aux gens, je sais que là, en particulier quand je reçois des personnes qui sont dépendantes affectives, par exemple, leur faire prendre conscience de leur responsabilité dans ce qui se passe, c'est pas toujours hyper confortable pour eux. Quelle peut être la responsabilité d'un dépendant affectif ? Alors, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et c'est pas une responsabilité au sens de c'est bien fait pour moi. C'est en fait, qu'est-ce que moi je mets dans la relation pour que ce soit comme ça ? Pour qu'il se passe ce qui est en train de se passer, ou qu'est-ce que je mets dans une relation pour me trouver dans des relations toxiques. Et du coup, au lieu que ce soit une responsabilité vue au mauvais sens du terme, c'est aussi une reprise du pouvoir personnel. C'est du coup, qu'est-ce que je peux faire autrement ? D'accord. Et qu'est-ce qu'elles mettent en place concrètement, les personnes dépendantes affectives, pour qui fait que ça mène à une relation toxique, par exemple ? Qu'est-ce qu'elles mettent en place ? Le fait de ne pas connaître bien ses besoins, le fait d'être ce qu'on appelle un people pleaser, donc de faire plaisir à l'autre et vivre ses émotions au travers des émotions que vivent les autres, ne pas savoir dire non, avoir peur du conflit, enfin voilà, tout ça. Ne pas avoir d'indépendance financière. Exactement. Ne pas avoir d'indépendance en termes de sociabilité également. Exactement, se croire incapable d'eux, enfin voilà, donc tout ça, on va le retrouver très souvent dans les relations avec les pervers narcissiques. Et est-ce que tu as le sentiment que ça peut être difficile pour des personnes d'accepter, de reconnaître leur dépendance affective ? Quand c'est amené avec humanité, je pense qu'en fait, elles l'entendent. Qu'il y ait des petits moments de résistance, c'est normal, et c'est aussi là-dessus que du coup on va travailler. Pourquoi ça résiste ? Et puis de toute façon, elles ne seraient pas là aussi si elles n'avaient pas envie de déconstruire cette dépendance, exactement. Même si elles n'ont pas forcément compris. Alors parfois les gens viennent pour autre chose, par exemple ils viennent pour l'arrêt du tabac. Ah bah oui. Et là je dis alors, je vais vous expliquer. On va reprendre. Ouais. Je ne fais pas juste l'arrêt du tabac. Et là, je tiens exactement le même discours que toi. Si vous voulez faire juste l'arrêt du tabac en 2 séances, j'ai des confrères qui font ça sûrement très bien. Moi, c'est pas mon approche. Et je leur explique pourquoi mon approche, en fait, elle est plus globale. C'est-à-dire que si je leur enlève le tabac, mais que j'ai pas déconstruit, par exemple, tout ce qui est justement dépendance affective, ils risquent de mettre en place une autre façon de gérer leurs problématiques émotionnelles, mais qui ne sera pas une façon forcément plus aidante pour eux. Et ce que tu racontes, c'est exactement ce que je fais également en médiation. C'est-à-dire qu'ils viennent pour un conflit. Oui, il a fait ça, elle a fait ça, c'est injuste. Et à chaque fois qu'ils viennent en médiation, je mets tout ça de côté et j'essaie, en général, de renouer le lien, d'identifier les besoins, de faire réfléchir sur les mots, sur les notions de reproche, de communication, de trahison, d'angoisse. En fait, ce qu'ils ont vécu, pour arriver ensuite à faire en sorte qu'ils se rejoignent. Oui, du coup, c'est une prise en charge beaucoup plus globale. Beaucoup plus large, en fait. Si je vais tout de suite traiter le problème, et c'est d'ailleurs le problème du droit, c'est que la plupart du temps, on va traiter qui va avoir la garde, combien tu vas donner, quel sera le montant de la prestation compensatoire. Et en fait, c'est pas sur ça qu'il faut travailler. Bien sûr, c'est un élément parmi d'autres, mais c'est la conséquence du détricotage global de la relation. Oui, et du détricotage aussi global, parfois de la personne. Moi, je vois, hier encore, j'ai fait une séance assez intéressante avec un monsieur qui est dans la dépendance affective, globalement. Et en fait, on s'est rendu compte, au fil de la séance, qu'une des raisons pour lesquelles il avait du mal à entretenir une relation harmonieuse avec une femme, c'était qu'en fait, il ne supportait pas quand la femme était dans son énergie masculine. Alors, on a tous en nous une énergie féminine, une énergie masculine. Et en fait, pour lui, c'était insupportable parce que ça le mettait en rivalité avec. Donc voilà. En fait, ça mettait le couple en rivalité. Exactement. D'accord. Et comment
Comment l'aider à sortir de cette réhabilité? C'est à changer sa croyance? Déjà, là, cette prise de conscience, et déjà, il va commencer à en parler avec sa conjointe. Et ça va permettre de modifier les choses. Mais ça fait partie des choses qu'on découvre au fil d'un travail sur soi et qui permettent vraiment d'aller assainir les différents aspects de sa vie et de ses relations. Donc, est-ce que ça n'a rien à voir, mais c'est toi qui as introduit le sujet avec les énergies masculines féminines. Moi, je croyais que c'était un petit peu n'importe quoi, ça, ces énergies masculines féminines. Pour toi, ça a une vraie traduction? Oui, je pense. Ah ouais? Je pense qu'on a tous quelque part en nous ce qui relève aussi d'un archétype masculin, d'un archétype féminin, ou ce qu'on attribue à plutôt quelque chose de masculin ou plutôt quelque chose de féminin. Et on peut choisir son archétype et le changer au fur et à mesure d'une vie? Alors, quand tu dis l'archétype masculin, l'archétype féminin, en fait, quand on travaille dans les archétypes, il y a plein d'archétypes. Mais là, c'est vrai que c'est un archétype sociétal, féminin et masculin au sens occidental, parce qu'on n'a pas les mêmes acceptions de ce qui est masculin et de ce qui est féminin dans les différentes civilisations. Mais oui, alors là, après, on peut se questionner sur l'éducation genrée ou pas, ou non genrée. Hein. Là, on peut aller très loin sur ça. Mais en tout cas, hier, clairement, cet homme, ça l'a aidé à prendre conscience du pourquoi c'était compliqué pour lui d'entretenir une relation sereine avec une femme. C'était qu'en fait, quand elle était dans autre chose que sa pleine énergie féminine, et en fait, ça le dérangeait parce que c'était une sorte de rivalité qui s'installait. Et donc, tu pourrais très bien avoir, par exemple, un homme qui est dans une énergie majoritairement féminine et une femme dans une dimension majorité masculine, avoir un couple qui fonctionne comme ça. Absolument. Ou même deux femmes ou deux hommes, peu importe, tous les deux chacun dans des énergies féminines ou tous les deux chacun dans des énergies masculines. Oui, et puis même à certains moments, l'énergie, elle peut croiser. C'est-à-dire que l'homme, il peut avoir ses moments d'énergie masculine ou d'énergie féminine, et ça peut se croiser avec son partenaire sans aucun souci. Et ça peut être bien, justement, de pouvoir croiser les énergies à certains moments pour vivre en harmonie. Ok. Alors, parmi les autres lâcher-prises auxquels il va falloir avoir recours, il va y avoir les lâcher-prises matériels. Alors ça, c'est très compliqué, parce que très souvent, quand on vit avec un pervers narcissique, il y a souvent une dépendance financière de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que parfois, c'est du pervers narcissique qui s'est mis en insolvabilité, qui s'est mis en arrêt de travail, qui s'est mis en... qui fait croire qu'il a subi une arnaque. Voilà, ou qui a fait croire qu'il a subi une arnaque, pour pouvoir vivre au crochet de son partenaire victime qui va cumuler 3 boulots pour pouvoir faire vivre la famille et tout ça. Ou alors, le pervers narcissique va avoir amené gentiment son conjoint ou sa conjointe à démissionner de son travail, à rester à la maison pour pouvoir s'occuper des enfants et tout ça. Ou à faire des expatriations successives pour être sûr que l'époux ou l'épouse ne puisse pas travailler. C'est aussi assez fréquent. Exactement. Même dans des pays où l'autorisation de l'homme est nécessaire pour travailler, ou par exemple la femme ne peut pas créer une entreprise sans l'autorisation de l'homme qui est seul à avoir la nationalité du pays. Tout ça, c'est du grand classique. L'expatriation, quand on est avec un pervers narcissique, c'est un vrai sketch. Ouais. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes en expatriation un jour avec un pervers narcissique, vous pouvez vous dire, j'en ai au moins pour 2 ou 3 ans à rentrer dans mon pays d'origine potentiellement, pour retrouver un système, avec un droit que vous connaissez, avec peut-être moins de dépendance financière et une sociabilité que vous allez retrouver. Et c'est d'autant plus compliqué quand on est dans ces expatriations, c'est que très souvent en plus, même si on a déjà eu des moments très difficiles avec le pervers narcissique, on se dit « Ah non, mais là, avec notre nouveau cadre de vie, ça va enfin fonctionner !» Et à chaque nouvelle expatriation, on se dit « Non, mais là, ça va enfin fonctionner !» Oui, donc c'est la technique de l'espoir. C'est exactement ça. Donc ça, l'espoir. C'est très intéressant. Les expatriations avec les pervers narcissiques, ça pourrait être un sujet en soi. Et puis en plus, ils jouent sur quoi les PN avec les expatriations? Ils jouent sur l'image qu'ils renvoient à tout l'entourage. Ah, c'est cool d'être expatrié. Tiens, on est parti vivre à Londres, on est parti vivre, j'en sais rien, dans n'importe quel pays, aux États-Unis, au Canada. Ça veut dire qu'on a bien réussi, on s'est extrait du système français. Je peux vous dire que quand vous rentrez dans le système français, vous voyez quand même tous les avantages du système français. Il y a des choses qui ne vont pas, certes, mais il y a aussi beaucoup de choses extraordinaires. Et alors, et dans les dépendances matérielles, il y a un autre truc aussi qui est assez terrible. C'est que, admettons que ce soit le pervers narcissique qui gagne sa vie. En général,
c'est parfois des gens assez carriéristes qui vont vraiment, du coup, bien s'en sortir et qui vont avoir justement tout misé sur son salaire à lui, ses revenus à lui, au détriment de ceux de son conjoint ou de sa conjointe. Donc là, il y a un gros écart de niveau de vie, on va dire, à l'intérieur du couple qui s'installe. Et ce qui se passe, c'est que quand même, vous devenez habitué au niveau de vie du couple. Et donc, quand vous allez devoir vous séparer, vous allez devoir accepter que votre niveau de vie ne sera plus du tout celui du couple, mais sera celui qui correspond à vos propres revenus. Et ça, c'est vraiment un lâcher-prise qu'il va falloir faire. Parce que qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de continuer à aller jouer au golf tous les dimanches ou est-ce que c'est de simplement fréquenter des gens qui vous veulent du bien et qui vous parlent correctement? La paix intérieure, la paix du quotidien. Voilà. Et en fait, c'est d'ailleurs ce que tu expliques. En fait, donc souvent les victimes, elles sont habituées effectivement à un certain train de vie, pas toujours, mais dans l'exemple que tu donnes, à un certain train de vie, et elles ont peur matériellement, du coup, de ne plus bénéficier de ce train de vie par la suite. Et ce que je vois régulièrement, c'est que ces victimes, du coup, elles ont tendance à dépenser beaucoup trop après la séparation et à ne pas réaliser qu'elles vont se mettre dans le rouge. Et alors, on pourrait dire oui, c'est une catastrophe parce que l'argent, ça pousse pas sur les arbres, c'est ce que je dis tout le temps, mais parfois, ça les aide aussi à se dépasser financièrement et à trouver des solutions. Et je le vois ça régulièrement dans mes dossiers. Des femmes, des hommes qui sont en dépendance financière et qui trouvent la force de regagner bien leurs revenus dans le cadre de la séparation, ou juste en amont ou juste après. Oui, c'est pas faux. Alors, par contre, ça passe aussi par un travail souvent. Parce que ça veut dire que souvent, au niveau du mental, il y a des croyances limitantes sur ses propres capacités et sur son rapport à l'argent aussi. Donc, il va falloir déconstruire ça pour s'autoriser cette autonomie, pour s'autoriser à briller, pour s'autoriser à faire fructifier ce qu'on a. Enfin, c'est tout un travail d'autorisation intérieure. Il y a le travail d'autorisation intérieure et il y a aussi le fait que, et tu en as parlé déjà à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, que tout le système de récompense a été totalement, je ne sais pas comment t'expliquer, a été carrément bousillé pendant toute la relation. Donc, à la sortie de la relation, le système de récompense, il est encore bousillé. Donc, il ne va pas se recadrer comme ça. Donc, c'est pour ça aussi que quand vous sortez d'une relation avec un PN, votre capacité à bien gérer le budget, elle n'est pas forcément excellente. Et c'est pour ça que moi, parfois, je dis à mes clientes, allez lire des ouvrages sur la gestion du budget, questionnez-vous, apprenez à gérer votre argent, comprenez ce qui se passe dans le rapport à l'argent. Et voilà, je suis pas du tout capable de leur donner le lien, mais je leur dis au moins, travaillez-le avec des psys. Alors, là où heureusement le PN, quelque part, vous a fait un petit cadeau, c'est que parfois quand même, quand vous êtes en couple avec lui, même si c'est lui qui détient les ressources, il vous en laisse profiter avec parcimonie, on va dire. C'est-à-dire que moi, j'ai vu quand même pas mal de couples PN où le mari gagne très très bien sa vie, mais où il garde l'essentiel sur son compte et il met très peu sur le conjoint, ou alors carrément, il n'y a pas de conjoint et il donne juste de l'argent de poche à son conjoint ou à sa conjointe pour qu'elle puisse éventuellement faire les courses et éventuellement un jour s'acheter un pull d'occasion. Exactement. Donc, ce qui est pas mal, c'est que finalement, il ne se rend pas compte, en faisant ça, il vous éduque bien pour votre deuxième vie où vous aurez moins d'argent. C'est clair. Non, mais j'en ai vu pas mal s'en sortir bien en disant, finalement, voilà, je suis privée de rien. Parce que souvent, pendant les temps de couple ensemble, le PN, là, vous allez profiter du niveau de vie du PN. Mais souvent, sur les moments où le PN n'est pas avec vous ou tout ça, là, vous allez vous retrouver avec très peu de ressources. Donc, finalement, quelque part, vous savez déjà faire. Donc, ouais. Et vous savez c'est tellement vrai ce que tu dis que donc quand les victimes sont habituées à un certain train de vie, elles ont été habituées par exemple à aller dans des grands restos, à avoir une très belle maison, à avoir des beaux cadeaux, et donc elles ont eu cette éducation à l'argent. Et donc en fait ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est que le PN les a aidées finalement à gagner de l'argent par la suite, alors que le discours classique des victimes, c'est de dire mais je suis en dépendance financière, je vais pas m'en sortir, alors qu'en fait ça peut être aussi une aide d'un point de vue financier pour aider à la reconstruction, en tout cas. Il y a les deux parties, c'est-à-dire que effectivement, si vous êtes habitué à un certain train de vie, vous allez être hyper motivé pour le maintenir. Et en même temps, si vous a freiné, si vous a frustré financièrement parce qu'ils sont dans le contrôle et que pour eux, l'argent est un outil de contrôle, il vous aura appris aussi à vivre avec beaucoup moins que ce que vous auriez pu vraiment, enfin, ce à quoi vous auriez pu prétendre en étant en couple avec. Donc, quelque part. Elles ont la rage, en fait, les victimes. Elles ont la rage de gagner plein d'argent, en fait. Elles ont la rage et en même temps, elles arrivent à se contenter d'assez peu. Parce qu'en fait, finalement, elles ont aussi appris à être privées. Donc, c'est pas mal. Donc, c'est une forme d'équilibre, en fait. Ouais, c'est pas mal.
Donc c'est bon pronostic pour la suite en fait, pour l'émancipation. Bon pronostic. Par ce double effet en ciseaux en fait, en cisaille, mais finalement c'est pas mal. Et puis surtout en fait, ce que tu expliques, c'est que parce qu'elles vont lâcher prise financièrement, elles vont aussi lâcher prise dans le cadre de la procédure financièrement. Et là, on s'aperçoit d'ailleurs que le PN n'est pas du tout dans une optique de règlement amiable, c'est que même quand vous lui proposez « Ok, je veux rien financièrement », eh bien le conflit continue quand même. C'est-à-dire que alors qu'il ne va même pas y perdre financièrement et même y gagner la plupart du temps dans le cadre de l'accord à venir, vous observez qu'il continue le conflit. Parce que ce qu'il veut, c'est pas seulement l'argent. Si vous lui donnez l'absence d'argent, en fait, lui, il est content, puisque vous acceptez de lui donner. Donc, il faut lui montrer de la résistance dans le cadre de la négociation. Si vous lui donnez pas la possibilité d'avoir l'illusion qu'il gagne, il en voudra plus. C'est exactement ça. C'est tellement ça. C'est toujours la même chose. C'est pour ça que je dis toujours aux victimes, quand vous signez un divorce par consentement mutuel, ne vous dites pas, tiens, je vais signer pour avoir des belles relations par la suite. Si vous lui donnez tout de suite, de toute façon, il va vous écraser. Alors que si vous acceptez un petit peu de négocier, de lui donner l'illusion qu'il a gagné, il va comprendre, il va avoir l'illusion d'avoir gagné, d'avoir le contrôle, de vous avoir soumise. Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc, vous voyez que la négociation avec un PN d'un point de vue juridique n'a rien à voir avec du pragmatisme. C'est juste un jeu de domination quasiment. Oui, c'est une négociation. Non, c'est un truc bien violent. Parce que la négociation, j'en fais des négociations tout le temps dans le cadre des divorces. On a des négociations, elles sont pragmatiques. On prend les chiffres, on calcule et c'est réglé. Il y a des besoins de l'un, il y a des besoins de l'autre, on trouve un accord. Là, ça n'a rien à voir avec les besoins. C'est comment écraser. Donc, si vous signez un divorce avec consentement mutuel avec un PN, première possibilité, vous acceptez d'être écrasé pour que ça marche. Ou deuxième possibilité, vous lui donnez l'illusion qu'il va avoir plus que ce qu'il était censé avoir. C'est exactement ça. Même toi. Et le plus que ce qu'il est censé avoir, c'est pas que financier, c'est aussi et surtout en termes de préservation de son image. Exactement. C'est-à-dire d'être capable parfois, et ça, là vous allez vriller, je vous dis tout de suite quand je vais vous dire ça, d'être capable de donner des excuses à un PN, ça peut parfois être utile d'un point de vue financier pour la suite. Ouais, je suis assez d'accord. Et il y a des moments où on est obligé, non pas de faire d'être nous-mêmes manipulateurs, mais de comprendre quelles sont les règles du jeu avec lesquelles l'autre joue, en fait. Et puis surtout, il faut s'excuser pour qu'il ne décompense pas. Parce que, est-ce qu'on peut aller au stade... Aucun intérêt à ce qu'il décompense. Bah ouais. Alors moi, j'ai même en tête une phrase qui est dure. Alors je pense que voilà, il faut déjà avoir passé un certain niveau. C'est plus globalement d'autoriser chacun à devenir la meilleure version de lui-même. Après, il le devient ou il ne le devient pas, et sa meilleure version, elle reste minable ou pas. Mais en tout cas, d'être dans cette posture-là, c'est aussi quelque chose qui est très dans le lâcher-prise. De dire, ok, je t'autorise à être le mieux de ce que tu peux être. Au PN, en fait. Oui, mais à tout le monde, on va dire, à tout le monde. Ouais. Après, chacun est libre. Et en fait, c'est un grand lâcher-prise. Et on laisse l'autre être libre d'être qui il est. Mais c'est très libérateur pour celui qui arrive à penser comme ça. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu sais, parfois, les victimes, en somme, les clients, ils me demandent toujours, est-ce que tu peux me faire une proposition, est-ce que vous pouvez me faire une proposition de réponse par mail ? Et la dernière fois, ce que j'ai répondu dans un des mails, donc communication totalement toxique entre les parties, et j'ai dit à mon client, ne répondez pas ça, dites simplement, alors je me souviens plus exactement de la formulation, mais c'était à peu près ça. Si tu as besoin de dire, en gros, c'est lui qui s'intéressait, qui répondait au PN. Si tu as besoin de dire ça, bien entendu, je te laisse faire. C'est ton besoin, en fait, d'être rassuré. Il l'a écrit texto. Et je trouvais ça super bien parce qu'il neutralisait le conflit également parce qu'il faut aussi montrer après au juge qu'il y a quand même des discussions et non pas un blanc. Il neutralisait le conflit en disant ça. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il n'entrait pas du tout... Alors, c'est plus que ça, en fait. Là, c'est lui-même qui est le maître du jeu. Quand la victime dit ça ? Ouais, c'est ça. C'est lui qui est le maître du jeu. J'ai compris que tu as besoin d'être rassuré, donc je te laisse dire ce que tu veux. Je peux te l'accorder parce que je trouve ça énorme. Alors, c'est intéressant parce que quand je travaille avec les archétypes, on travaille entre autres avec l'archétype du souverain. Et ça, c'est vraiment une posture de souverain. Ouais. Voilà. Ouais, bon, écoutez, avocat souverain. Exactement. Mais je pense que quand on est dans cette posture-là, en fait, on prend vraiment beaucoup de hauteur et
et je pense qu'on lâche avec beaucoup de contrôle. On lâche avec beaucoup de contrôle. Comment ça s'appelle? C'est pas une oxymore quand t'as deux mots qui n'ont rien à voir dans une phrase? Non, justement, on lâche ce contrôle parce qu'en fait, on n'en a plus besoin. En fait, on est au-delà du contrôle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On est au-delà du contrôle. Là, ça veut dire que t'es quasiment libéré, en fait. Donc, en fait, on est tellement bien que quoi que l'autre fasse, en fait, voilà, ok. En somme, t'as accepté la folie du PN. C'est ok. Et en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on aide fondamentalement les clients au cabinet à accepter la folie du PN. Il n'y a que ça à faire, de toute façon. Alors, vous allez voir qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il faut lâcher prise. Alors, attendez, il veut pas. Ça, c'est toujours comme ça. Attends, moi, je les ai, si tu veux. Alors. Ah oui, c'est très drôle ce que je viens de faire. C'est bon, je les ai. C'est très intéressant. Je viens de faire un acte inconscient assez amusant. C'est pas grave. Lâcher prise face à l'imprévu. Alors, exactement. Oui, c'est super drôle. Je viens de faire un acte inconscient. Tu me raconteras après ou tu veux le raconter tout de suite? Après? Je vais le raconter après, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est très amusant. D'accord. Le lâcher prise par rapport à l'imprévu. Alors, il faut savoir que quand on est dépendant affectif et quand on est en relation avec un PN, déjà, on marche sur des œufs. On se dit, bon, si je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, on est dans l'anticipation en permanence, tout ça. Et on aime bien aussi que tout soit un peu sous contrôle, quelque part. Souvent, on est un peu inquiet par rapport à des choses qui n'étaient pas dans le scénario écrit. Parce qu'en plus, on a de plus en plus l'habitude d'être dans le scénario écrit par le PN. Et il y a un moment où il va falloir accepter de l'imprévu et ne pas avoir peur de l'imprévu, mais au contraire, embrasser cet imprévu en se disant que ça ouvre plein de choses nouvelles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire. Moi, par exemple, ça, je le travaille beaucoup quand on travaille ce qu'on appelle le chakra racine, c'est-à-dire le sentiment de sécurité intérieure. On ne peut pas avoir d'acceptation de l'imprévu, d'accueil de l'imprévu, si on n'a pas aussi un sentiment de sécurité intérieure. Donc ça se travaille, l'accueil de l'imprévu. Mais ça va faire partie des choses très importantes sur lesquelles lâcher, parce que justement, tant qu'on est en relation avec un pervers narcissique, tout est en général très codifié, on est sur des rails un peu. Et là, il va falloir apprendre à en sortir et donc apprendre à de nouveau embrasser cet imprévu. Et donc, quels sont les imprévus que vous allez avoir avec un pervers narcissique après la rupture et pendant la rupture? Les imprévus que vous allez avoir, c'est bien entendu des scènes de violence conjugale, c'est des dépôts de plainte, c'est des atteintes à votre vie privée, c'est du harcèlement, bien sûr, ça c'est facile, des menaces. Les imprévus que vous allez devoir affronter, c'est le fait qu'ils prennent les papiers d'identité, qu'il accède à vos comptes bancaires. C'est toutes les erreurs en fait juridiques. C'est le fait qu'il assigne en premier, que vous allez avoir par exemple vous allez entendre des nouvelles choses pile au moment de l'audience ou juste avant l'audience. Vous allez vous apercevoir d'un trafic de preuves juste avant l'audience ou juste pendant l'audience. Vous allez avoir ensuite des notes en délibéré qui ne seront pas acceptées par le juge, mais qui l'enverra quand même. Vous allez avoir, par exemple, des pleurs à l'audience. Alors ça, c'est le grand classique. Ou de l'intimidation. Je le vois aussi. Je me souviens d'une fois, juste avant une audience, c'était délirant. Il y a le PN, littéralement. Il est venu physiquement. Il est venu comme ça face à moi. T'as vu? Genre, comme ça. Hein. Mais genre, il était comme ça. Et je suis restée impassible. C'était de l'intimidation. J'ai tout gagné après à l'ordonnance de protection. C'était une ordonnance de protection, c'était il y a des années. Et je me suis dit, mon Dieu, mais si j'avais été un bébé avocat, je sais pas si j'aurais réussi à supporter ça. C'était du délire. Et qu'est-ce que vous pouvez avoir encore comme imprévu? Le classique aussi, c'est le fait de recevoir une petite assignation quand vous serez en vacances, parce que faut être sûr que vous puissiez pas vous défendre, sinon c'est pas drôle. Vous allez avoir des attaques professionnelles en termes d'imprévus, vous allez avoir des menaces par exemple à l'ordre, des révélations peut-être votre réputation sur votre réputation. Vous allez avoir des commentaires par exemple sur LinkedIn ou des commentaires sur votre société qui vont être négatifs. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Ah oui, parce qu'en plus, ils peuvent aussi écrire des commentaires par des proches. Ah ben oui, bien sûr. Hein. Ah mais bien sûr. Ou sinon, vous allez vous retrouver avec un commentaire Google. Moi, je l'ai eu d'une personne qui a 0 avis sur les autres trucs Google, juste un seul commentaire négatif sur le cabinet de quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu parler, sous prétexte que vous venez de gagner un petit combat. Donc, c'est des exemples d'imprévus. Ou par exemple, c'est l'EPN qui va vous dire. Je suis désolée, là j'ai eu un imprévu financier, j'ai une difficulté. Est-ce qu'exceptionnellement, je vais pas pouvoir te payer la pension alimentaire ce mois-ci, je te la paye promis le mois prochain. Merci beaucoup de faire un effort, tu m'aides beaucoup et blablabla.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces imprévus sont aussi assez prévisibles. Exactement, c'est pour ça que je les énonce. En fait, hein. Bah oui, c'est toujours la même chose. Et par contre, donc dans l'imprévu quand même, qu'on va pouvoir aussi accueillir avec joie, c'est qu'il va y avoir aussi plein de choses imprévues qui vont se produire. Ouais. Et ça va être chouette. Et il va falloir apprendre à les accueillir. Ouais. Et à sortir de ce plan de vie qu'on s'était fait, parce qu'il va falloir on va reparler après de courbe du deuil, il va falloir faire le deuil du plan de vie qu'on avait fait. Ouais. Donc c'est coûteux, mais si on arrive à justement voir la face cachée de ce côté qui paraît coûteux, eh ben on va pouvoir être en mesure d'accueillir les côtés positifs de l'imprévu. Et les côtés positifs de l'imprévu, c'est des nouvelles rencontres. Vous allez rencontrer... c'est des nouvelles rencontres. C'est, le fait, par exemple, que vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider. Ouais. Ça, c'est quand même un truc de fou. Normalement, quand vous avez été avec un PN, vous êtes habitué à vous en sortir toute seule. Vous avez le driver, je n'ai besoin de personne. Eh bien, pour la première fois de votre vie, si vous arrivez à grandir, vous allez peut-être être aidé, accepter d'être aidé. Oui, accepter d'être aidé, ça c'est très important. Ça c'est un niveau dessus encore. Non, mais c'est très important parce que effectivement, c'est pas parce que là on commence à découvrir ses besoins, ses failles, ses fragilités, tout ça, qu'il faut pas accepter d'être aidé. Faut pas devenir dépendant, mais être aidé à certains moments, c'est ok. Ouais, c'est ok, exactement. C'est quoi cette chanson d'Ottawa? C'est ok, ou il y a une chanson, bon, peu importe. Ok. Je sais pas quels sont les beaux imprévus. Bah, ça peut être une carrière professionnelle qui se développe. Ça peut être des voyages. Ça peut être peut-être le fait d'acquérir une maison, un appartement. Vous qui étiez en dépendance affective, de devenir enfin propriétaire. Ça peut être peut-être d'acquérir une compétence pour laquelle le PN vous a toujours dit mais t'y arriveras jamais, t'es nul. Ce genre de choses. T'as pas de talent. Ça va être peut-être le fait d'avoir un autre corps, alors que le PN pendant des années vous a dit vous étiez gros, vous étiez moche, et que finalement maintenant, parce que vous vous sentez bien, vous allez vous faire refaire les seins, j'en sais rien. Ouais, tu vois, plein de choses imprévues. En fait, ce qui est génial, c'est que quelque part, en accueillant l'imprévu, vous allez faire mentir les pronostics négatifs du PN vis-à-vis de vous. Exactement. Et ça, toutes ces prophéties autoréalisatrices qu'il a essayé de vous faire ingurgiter, eh bien, en accueillant l'imprévu, vous allez justement le dire, même pas mal, quoi. En fait, accueillir l'imprévu, pour moi, c'est encore plus fort, c'est accepter qu'on est libre. Parce qu'avant, on avait accepté qu'on n'était pas libre. Et vous comprenez quoi? Vous comprenez que c'est cette liberté qui est la condition d'un amour. Alors que, justement, il ne pouvait pas y avoir d'amour avec le PN parce qu'il n'y avait pas cette liberté. Et oui, et tout était prévu et prévisible parce qu'en fait, ils sont dans des scénarios, dans des scripts. Donc là, justement, quand on va quitter le PN, on va s'ouvrir à l'imprévu. Et juste un autre point sur l'imprévu. Pour eux, c'est ce que tu dis. Ils sont toujours dans un scénario, dans un agenda. Tout doit être fait et organisé comme ils le souhaitent. Ils sont pas flexibles. Ils sont pas flexibles, mais ce qui est génial, c'est que cette inflexibilité, vous pouvez la retourner contre lui ou elle par la suite. Parce que comme ils sont capables, en quelque sorte, de réagir d'une manière adéquate que lorsqu'ils ont rencontré déjà la situation et qu'ils ont copié, à mon sens, le comportement, à partir du moment où ils ne connaissent pas dans leur entourage des exemples qui leur permettent, de savoir comment réagir, ils sont paumés littéralement. Et c'est pour ça, par exemple, que quand tu as un rejet du PN de l'enfant vis-à-vis du PN, le PN, la plupart du temps, là, il est paumé. Il sait plus comment réagir parce que une attitude normale, c'est de dire bon, je vais réfléchir à me remettre en question, à m'adapter, à essayer de comprendre les besoins de l'enfant, à faire preuve d'empathie. Sauf qu'ils ne savent pas faire ça. Et donc, ils vont être dans les accusations. Parce qu'en fait, là, tu mets le doigt sur quelque chose de très fondamental sur le pervers narcissique, c'est que lui ne crée rien de l'intérieur de lui-même. Il ne fait que prendre des morceaux de scène qu'il a vu jouer à l'extérieur et il place les dialoguegs à certains moments de sa vie. Et en fait, s'il n'a pas le répertoire de la nouvelle situation, exactement, il est démuni. Exactement. Check. C'est exactement ça. Et donc, en fait, ça, c'est à utiliser juridiquement. C'est le moment où, moi, en tant qu'avocate, je vais rechercher la mise, en difficulté du PN en face, en aidant mes clients à mettre le point sur des moments où ils ne sauront pas comment réagir. Et ça, ce sera un bon point pour le contentieux par la suite. Alors, il y a d'autres lâcher prise encore. Allez, vas-y. Allez, on y va. On se fait les deux derniers. Allez, le lâcher prise sur soi-même et le lâcher prise par rapport à l'avenir. Oh là 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 là. Sur l'imprévu, mais on va voir qu'il y a d'autres choses.
Alors, par rapport à soi-même, là aussi, c'est vraiment faire mentir les pronostics du pervers narcissique. Et encore même au-delà, d'en finir avec tous les autosabotages qu'on est capable de faire parce qu'on se dit oui mais moi je peux pas parce que je suis ceci, oui mais moi je peux pas parce que je suis cela, oui mais moi je peux pas parce que je suis... Il y a quelques jours j'ai reçu une cliente qui me disait ah, oui mais moi je m'aime pas physiquement tout ça. Et en fait au fil de la séance on a fait de l'EFT. Oh bah si mes pieds ça va, oh bah si mes bras ça va, oh bah si mes mains ça va, oh bah si mes yeux ça va, oh bah si... En fait il y a plein de trucs où ça va en fait. Ouais. Donc, au lieu de se dire, bah non, mais moi je m'aime pas, et de toute façon, du coup, je retrouverai jamais personne, et puis, hein, en fait, si, je suis quelqu'un de chouette, et donc, il n'y a pas de raison que personne veuille de moi. Ouais, alors moi, là, c'est toi qui les aides à se questionner. Mais tu peux aussi arriver à un stade, à mon sens, et je le vois, où il y a quasiment une dissociation, où tu refuses même le questionnement. Alors, donne-moi un exemple Bah, concret. c'est par exemple, quand je leur explique à mes clients, voilà, là, vous êtes dans telle situation, Ouais. leur attitude, c'est la fuite à ce moment-là. Oui. Alors, des dissociations, il y en a de plusieurs types. Et là, surtout, donc déjà, tu parles de ce qu'on appelle le système polyvagal qui entre en jeu. C'est-à-dire que ça fait partie des réactions primaires dans notre cerveau reptilien en cas d'impression de menace vitale. On va adopter un scénario de fuite. Mais il faut savoir que pendant toute la vie avec un pervers narcissique, il va y avoir une tendance à la dissociation. C'est un peu comme si on se faisait violer en permanence et qu'on se disait bah, il vaut mieux que je sois en dehors de ce corps. Et où finalement, on s'interdit même les ressentis. Et donc là, il va y avoir un travail pour renouer avec le corps et un travail pour renouer avec les ressentis. Il y a des personnes, moi j'en ai une en particulier qui a vécu des choses extrêmement difficiles. Elle est totalement déconnectée de son corps parce qu'en fait, son corps a subi un certain nombre d'assauts dans sa vie. Et donc c'est normal, ça fait partie du processus après. Donc là, on est vraiment dans le champ du trauma et du stress post-traumatique. La dissociation fait partie du coup des éléments de gestion du stress de la meilleure façon possible pour la personne, c'est-à-dire de mettre ça de côté et de se séparer de son corps parce que vivre le trauma dans le corps, ça peut être trop douloureux. Et donc, en fait, le lâcher-prise vis-à-vis de soi-même, c'est aussi accepter ses émotions, c'est ça? Ah bah C'est oui. ce que tu dis là. Ah oui, oui, dans le lâcher prise émotionnel, ça va être aussi de les accueillir et puis surtout après d'aller voir quels sont les besoins derrière les émotions et comment est-ce qu'on peut les nourrir soi-même. Ah, d'accord. Donc, tu fais le lien entre l'identification de l'émotion et le besoin. Ah oui, ça, il Et faut. donc, par exemple, tu peux me donner un exemple? J'en sais rien, par exemple. Par exemple, on a super peur parce que on se dit tiens mince, on va encore le mettre en colère. Hein. Ok, de quoi est-ce qu'on a besoin? Bah, de besoin d'apaisement, du coup, c'est ça? Ok. De sérénité. Et comment est-ce qu'on fait pour se l'apporter? Qui peut nous l'apporter? Si nous on n'est pas capable de se l'apporter soi-même, à qui est-ce qu'on peut avoir recours temporairement? Après, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à se l'apporter à soi-même? Et là, justement, souvent on travaille sur ce qu'on appelle le chakra racine et Ah, le en sentiment fait, de sécurité donc, intérieure. d'accord. Donc, en fait, tu identifies leurs émotions, après, tu fais le lien avec le besoin et tu Voir fais en comment le sorte qu'elles nourrir. se nourrissent elles-mêmes. Mais Exactement. comment tu fais après? Je suis désolée, je suis obligée de Ah non, poser cette non, question. c'est Quand tu combles tu penses qu'une personne peut combler tous ses besoins au point après d'être du coup, tu vois, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que la psychothérapie va aider la personne, peu importe si c'est une psychothérapie ou pas, va aider la personne à pourvoir à tous ses propres besoins. Comment être en relation avec l'autre? Alors non, non, Non? non, attention, le but c'est pas qu'elle soit entre guillemets autosuffisante pure. Le but c'est qu'elle soit autonome. Ça veut pas dire qu'elle puisse pas être en interrelation après avec les gens et qu'elle puisse pas dire, moi par exemple, tiens voilà, je donne un exemple. Hein, moi il y a un an exactement, c'est demain l'anniversaire de l'enterrement, donc voilà, j'ai perdu une amie qui a été assassinée dans la rue. À ce moment-là, j'ai vraiment vécu quelque chose qui a été très douloureux. Et le problème, c'est que je ne pouvais pas forcément aller déposer ça auprès de tout un chacun, parce qu'il y a des gens qui n'auraient pas été en mesure d'accueillir ça, parce que ça aurait été une émotion trop douloureuse, ou alors qui m'auraient renvoyé quelque chose qui ne m'aurait pas aidé. C'est-à-dire, oh bah oui, ma pauvre, bah je comprends que tu n'ailles pas bien, ça m'aurait pas Dans aidé 2 mois, ça ira mieux. du tout. Ça m'aurait pas aidé du tout. Ah bah ouais, non, mais moi, à ta place, je serais au fond du trou. Enfin, non, mais non, c'était pas Ou du tu tout ça que retrouveras j'avais une autre amie. voilà. Donc, j'avais pas du tout besoin de ça. Et donc, du coup, mon objectif, c'était de me dire, OK, là, en ce moment, je suis pas en mesure, moi, de l'encaisser toute seule. Parce que c'est trop dur. Ça me fait trop mal. Du coup, ma question, ça a été,
j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin d'un certain nombre de choses. Vers qui est-ce que je peux me tourner pour obtenir ça? Est-ce que j'ai besoin d'aller voir un thérapeute? Non, ça allait, j'avais beaucoup de chagrin, mais je n'étais pas envahie non plus au point de perdre pied, au point de somatiser, au point de ne pas pouvoir travailler. Donc, je me disais, non, ça va. J'avais mes outils quand même que j'ai utilisés pour moi. Et aussi, je me suis rapprochée de personnes dont je sais qu'ils ont aussi les mêmes outils que moi et qui m'ont aidée, du coup, quelque part, par des petites bribes, à utiliser ces outils pour moi. Et qui simplement aussi ont été en mesure d'accueillir cette parole. D'accord. Voilà. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'une fois que tu as identifié tes besoins, tu n'es pas autonome totalement. Tu es autonome, voilà. Mais tu choisis les personnes avec qui tu peux entrer en relation pour t'aider ou non. Exactement. Ok, d'accord, j'ai compris. Exactement. Et ta façon aussi d'aller demander tes besoins. Ok. Voilà. Ok. Merci. Et ça, on peut le faire aussi avec les enfants. C'est très important. Il y a des outils super utiles qui s'appellent la roue des besoins, par exemple, où on peut vraiment travailler sur les émotions des enfants. Moi, je travaille beaucoup là-dessus avec les enfants. D'accord, ok, intéressant. Donc, c'est super utile. Okay. Donc, en finir avec ces autosabotages, sachant que bien souvent, si on est entré en relation avec un pervers narcissique, c'est qu'on avait déjà quand même une tendance probablement à avoir un manque de confiance en soi. Et puis, qu'en plus, avec ses prophéties qu'il aimerait bien autoréalisatrices, le pervers narcissique aimerait bien nous faire encore plus incarner ces autosabotages. Et donc là, le but, ça va être de lâcher prise avec certaines histoires aussi qu'on se raconte sur soi, avec une certaine vision de soi. Il y a un thérapeute qui appelle ça « rompre avec son ancien soi ». Et c'est très intéressant de rompre avec son ancien soi pour pouvoir endosser l'identité qu'on a envie d'endosser. Ça, on peut le faire très facilement aussi. Par exemple, en hypnose, ça marche super bien. Il y a des séances qui fonctionnent super bien pour aller vraiment vers qui on a envie d'être. Ouais. Juste un point, tu as parlé à plusieurs reprises, tu sais, pendant l'émission de prophétie autoréalisatrice. Ouais. Autoréalisatrice. J'ai envie juste d'apporter une nuance à ça. Sur ces prophéties, elles ne sont pas formulées nécessairement explicitement par le PN. J'ai juste envie de le préciser parce que parfois c'est très fin. Ils vont justifier le fait que vous n'allez pas travailler, ils vont expliquer, ils vont mettre de la pommade pour expliquer ce contexte. D'accord? Et vous faire croire que vous n'en êtes pas capable. Donc, parce que ils savent très bien que s'ils disent clairement tu vas jamais y arriver, eh bien, dans ces cas-là, la prise de conscience, le risque de prise de conscience par la victime est plus important. Mais bien sûr. Et ils sont toujours à jouer sur le fil. Exactement. Et moi, je me souviens de certains disant « Ah, mais toi, t'as fait une petite école et moi, j'en ai fait une grande. Ah non, mais tu sais, je dis ça pour rigoler. » Donc, ça s'appelle du couching. Mais ça entretient le symptôme, en fait, d'imposteur, le syndrome de l'imposteur et la capacité après à s'auto-saboter. Puisqu'après, on va dire « Ah bah non, mais ça, je peux pas y prétendre, j'ai fait une petite école. » D'ailleurs, par exemple, sur ces histoires d'école, de cursus, d'argent, en fait, il y a un renversement du système de valeurs. On vous fait croire que l'argent, que le matériel, que les diplômes, tout ça, c'est plus important. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, je le dis toujours, c'est la connaissance de soi-même qui permet l'équilibre psychologique par la suite et même une bonne communication. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pourrez pas avoir une relation saine avec qui que ce soit. Merci. Alors là, je suis bien d'accord. Et moi, d'ailleurs, je le dis toujours à mes clients, parce que quand ils me disent « il faut combien de séances ?» Je dis « ça dépend, en fait, jusqu'où vous voulez être bien dans votre vie, en fait. » Et puis, ça dépend aussi de la capacité de réflexive de chacun. Exactement. Et parfois, il y a des gens qui vont venir plein de fois pendant un certain temps, qui après ne vont plus venir pendant un temps, parce qu'en fait, ils sont arrivés à une sorte de palier auquel ils sont bien, puis tout d'un coup, ils ont soit un problème qui revient, et ils disent « Ah bah tiens, du coup, là, il faut que je travaille pour aller bien. » Ou alors, ils disent « Ah bah tiens, j'ai envie de passer au stade supérieur dans ma relation ou dans ma relation avec moi. » Et ils reviennent. Et c'est un parcours individualisé, de toute façon. Et toi, quand les clients n'ont plus besoin de toi, quand tu estimes que les clients n'ont plus besoin de toi, tu leur dis « Vous pouvez y aller, vous n'avez plus besoin de moi ?» Non, moi, c'est eux. C'est eux ? Okay. C'est eux qui savent. D'accord. Okay. Alors là, par exemple, hier, ce que je dis souvent, c'est d'entrée de jeu. Quand je vois, par exemple, quelqu'un arriver... Alors, soit, par exemple, il me raconte qu'il a eu une enfance super. Et quand il me parle de son père, de sa mère, de sa fratrie, ça a l'air vraiment d'être... Fucked up. Non, ça a l'air d'être vraiment du bon, du sain. Ah oui? Non, il y a des gens qui viennent. Je dis, ça, c'est cool. Je vous dis tout de suite... Entre guillemets, vous allez pouvoir progresser facilement, vous allez être vite autonome dans votre capacité après à continuer à vous prendre en charge et à vous développer tous les jours. Voilà. Quand les gens me racontent, parents difficiles, fratrie difficile, machin,
Là, j'ai bien compris que souvent, les choses sont très anciennes, très archaïques et qui datent de la toute petite enfance. Là, forcément, on sait que globalement, la vie de l'individu s'est construite sur plus des sables mouvants, on va dire. Ouais. Donc forcément, il y a plus à reconstruire. C'est OK. Ça ne veut pas dire que ça va prendre des années et des années, mais ça veut dire qu'il y a forcément un peu plus de travail. Après, c'est pareil pour les personnes qui étaient en relation avec des pervers narcissiques. Il y en a qui arrivent, ils n'ont même pas encore vraiment de prise de conscience. Ben, on sait que le travail va être plus long. Il y en a qui ont déjà pris conscience, qui ont déjà mis en place un certain nombre d'actions, machin. Ceux-là, moi, je leur dis, bon, ben, c'est cool. Vous êtes déjà super bien reconstruite avant de venir me voir. Là, on va faire juste la touche finale, quoi. D'ailleurs, Ok. il y a quelque chose de génial que je vois depuis que j'ai commencé toutes ces vidéos, depuis qu'on a commencé toutes ces vidéos, c'est que je vois régulièrement des personnes qui arrivent au cabinet. Elles m'ont jamais parlé, elles ont juste vu les vidéos qu'on a faites, par exemple toutes les deux ou même celles d'avant. Elles me disent, bah voilà, j'ai déjà fait ça, 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 j'ai compris que c'était un PN. Elles arrivent au cabinet, elles sont prêtes à partir. Il n'y a plus que la machine divorce, séparation, assignation à enclencher. Et elles arrivent, elles ont un dossier exceptionnel. Exceptionnel. Mais quand je pense qu'avant, il y avait tellement d'hommes, de femmes qui arrivaient, c'était la panique, ils n'avaient rien compris, il y a quand même une éducation de la société sur le trouble de la personnalité narcissique qui est en train de se faire. Tout à fait, et effectivement, on voit maintenant plus de prise de conscience. Et alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on étiquette tout le monde PN, on est clair. bien d'accord. On sait très bien que tout le monde n'est pas pervers narcissique, c'est pas parce qu'on a un mauvais caractère ou quoi que ce soit qu'on est pervers narcissique. Il peut y avoir des relations toxiques qui ne sont pas que avec des gens PN, on est bien d'accord. Par contre, quand on connaît les schémas de ces relations-là, et quand on a 10, 15, 20 petites anecdotes, machin, qui reviennent et qu'on se dit, c'est bon, j'y suis. Alors, dans ces cas-là, je dis en général, bon, écoutez, je vais pas dire que votre conjoint est un pervers narcissique parce qu'en fait, on met pas les gens dans des cases, c'est pas très intéressant, mais on va traiter les choses comme si c'était le cas parce que, de toute façon, il y a des similitudes tellement nettes que ça va vraiment vous aider de penser que c'est comme ça. Même si on s'en fiche qu'il soit PN ou pas PN après. Le but, c'est une fois qu'on a dit le truc, après, on se débarrasse de ce terme-là parce qu'en fait, sinon, on tourne en rond et on reste centré sur le pervers narcissique. Et moi, ce que je veux surtout, c'est que la personne reste centrée sur son propre devenir. Alors oui, de temps en temps, on va revenir en disant, ok, là, on imagine bien qu'il va se passer ça, ça, ça et ça. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites ? Et le but, c'est de ramener toujours la personne sur sa propre prise en charge de sa vie, plutôt que de ramener tout le temps au PN, qui du coup remet dans le manque de pouvoir personnel, quoi, la perte de pouvoir personnel. Exactement, et l'infantilisation du coup. Voilà. Oh, j'aurais pu le dire. Exactement. Non, mais la mise sous emprise, de toute façon, ça veut dire que si on reste dans l'emprise, si on ramène tout le temps au PN, ça veut dire qu'on reste quand même encore trop attaché à l'emprise. Ouais. Et donc le but, c'est vraiment justement de ramener ces personnes dans leur individualité, qui est la chose qui a été niée par le pervers narcissique et par la relation de fusion qui a été mise en place. Oui, et qui a été la plupart du temps aussi rendue possible avec l'enfance. Oui, à un moment ou à un autre. Absolument. Absolument. En général, c'est rare. Là, j'en ai eu une hier. Elle est tombée sur un pervers narcissique. Alors, je vais le dire par accident, mais je l'amènerai quand même un jour à aller creuser, voir si d'un point de vue transgénérationnel, il n'y a pas un truc. Parce que c'est rare de tomber sur un pervers narcissique unique dans sa vie par accident. En général, souvent, c'est qu'il y a des petits trucs quelque part. Donc, pour l'instant, elle n'a pas encore besoin d'aller explorer ce truc-là. On va déjà reconstruire et on verra après si on va explorer s'il n'y a pas quelque chose qui éventuellement serait de nature à ressurgir un jour. Peut-être pas dans son couple, parce que là, visiblement, elle est avec un bon partenaire, mais peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait se manifester dans son travail. Donc, le but, ce sera juste d'aller vérifier s'il n'y a pas un petit truc qui reste. Mais sinon, on n'est pas là pour ramener les gens, justement, tout le temps à l'histoire avec un pervers narcissique. Le but, c'est de les en faire sortir. Et alors, le lâcher-prise par rapport à l'avenir. Le lâcher-prise par rapport à l'avenir, c'est se libérer du passé, se libérer de l'histoire qu'on s'est racontée sur qui on était, sur sa vie, sur le futur qu'on avait imaginé, qu'on s'était écrit, mais qui est un futur venant de notre passé, dans la continuité. Là, tout d'un coup, on va devoir avoir une sorte de rupture chronologique et passer à un futur qui est sur un autre plan. Et c'est peut-être une bonne chose.
À mon avis, Mais c'est soit une bonne chose. là où ça fait peur, c'est que c'est un inconnu. Puisque à ce moment-là, la personne, elle a aucune référence dans son passé d'une relation saine où ça se passe bien. Et donc, il faut tout reconstruire, il faut tout apprendre, il faut tâtonner. Et c'est une période instable. Sauf que l'instabilité, ça fait quoi? Là, c'est la construction, on va dire, d'une stabilité, mais il y a une période un petit peu difficile. Et toute cette période, comment dire, elle nécessite de l'empathie envers soi-même. Elle nécessite de la patience, des réflexions, de savoir qu'on tâtonne, un peu comme un enfant qui apprendrait à marcher. Oui, parce qu'en fait, il y a à reconstruire déjà sa relation à soi, son autonomie, qui parfois même n'a jamais été vraiment construite. C'est-à-dire que parfois, pendant l'enfance, on n'a pas eu des parents qui ont vraiment laissé un libre arbitre plein et entier et qui ont fait une partie des choix à votre place. Après, parfois, très vite, après les études, boum, on se met en couple et là, on tombe sur un partenaire qui va prendre un certain nombre de décisions à votre place et tout ça. Donc finalement, il y a une sorte de manque de construction de l'individualité et de l'autonomie. Donc tout ça, ça se reconstruit, mais c'est un beau parcours, en fait. Ouais, c'est un super beau parcours. C'est un beau parcours. Et à chaque fois, c'est vraiment un parcours d'émancipation. Donc oui, alors parfois aussi, on va découvrir des parts de soi qu'on n'est pas super content de rencontrer. Bah, c'est OK. Ouais. Et c'est parce qu'on va les rencontrer qu'on va pouvoir justement évoluer. C'est-à-dire que tant qu'on va avoir des parts de soi, des comportements qu'on n'aime pas trop, des émotions qu'on n'aime pas trop ressentir, tant qu'on mettra sous le tapis, la poussière, elle va continuer de s'accumuler et on va continuer de reproduire des comportements qui ne vont pas être aidants pour nous. Donc, il n'y a que quand on va pouvoir accueillir, même, ah ouais, tiens, ce truc-là, j'ai fait ça, ouais, je ne suis pas super fière de moi, machin. Mais il n'y a que là qu'on va pouvoir justement évoluer. Donc, c'est beau. Exactement, c'est très beau. C'est un beau parcours. Oui. Alors, il y a pas mal d'étapes dans le lâcher-prise. Il y en a qu'on mettra dans le petit papier qu'on vous passera. Mais globalement, je dirais que ce qui compte, c'est faire une sorte de courbe du deuil. La courbe du deuil, alors déjà de cette relation-là avec le pervers narcissique, et puis plus globalement, la courbe du deuil de notre ancien mode de fonctionnement, de notre ancien mode de relation, de notre ancien mode de se relier à soi-même. Et c'est vrai que ça passe toujours par des étapes qui sont parfois pas faciles. Et il y a des étapes où on va être un peu dans un peu de tristesse, un peu de colère envers soi-même, hein, un peu de déni. C'est jamais une progression linéaire. On va parfois repartir un peu en arrière et tout ça. Mais en fait, il y a un moment où le but, c'est vraiment non seulement d'être dans de l'acceptation et donc dans le lâcher-prise, mais même d'être au-delà et de se rendre compte de tout ce que ça ouvre comme possibilité. Et souvent, on s'en rend compte quand on dépasse sa propre expérience individuelle. C'est-à-dire, quand Alors, tu théorises... Je vais donner un exemple dans un autre champ. C'est une famille qui a perdu un enfant en bas âge. Et c'est une famille que je trouve exceptionnelle. Ils ont créé du coup des petites maisons nomades pour permettre aux familles d'enfants malades d'aller passer une semaine dans des lieux d'exception du style le parc du château de Chambord et tout ça. Donc en fait, ça offre à ces enfants malades et à leur famille une semaine, 15 jours de bulle de vie dans quelque chose de féerique au milieu de toute la difficulté qu'ils sont en train de traverser. Tu veux dire qu'ils se réparent eux-mêmes? Et ben, en faisant ça, ils sont dans ce qu'on appelle la transcendance de leur deuil. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils ont vécu leur apporte tellement plus que finalement, oui, bien sûr, ils ont toujours leur tristesse, bien sûr, ils ont toujours leur deuil, mais ça a donné tellement de sens à leur vie qu'ils peuvent continuer à aller de l'avant avec une énergie qui est magnifique. Tu penses qu'il peut y avoir une transcendance du deuil avec un PN? Bien sûr, il y a une transcendance du deuil avec un PN. Il y a une transcendance. Je suis entièrement d'accord. J'attendais juste ton oui, mais j'en suis convaincue. Il y a une transcendance du deuil avec un PN. Je pense que la plupart des personnes qui se sont sorties d'une relation avec un pervers narcissique, si on leur posait 2 questions, c'est ou même en une seule. Même 3. Ouais. Est-ce que tu regrettes cette expérience? Moi, par exemple, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont répondre non, parce que du coup, aujourd'hui, je me connais tellement mieux. Moi, je te dis non tout de suite. Hein. Je suis tellement plus forte qu'avant que si c'était à refaire, en fait, c'était le chemin que je devais faire pour aboutir à qui je suis aujourd'hui, qui est la personne que je devais être. Exactement. C'est pour ça que c'est inaudible. J'ai dit ça sur des vidéos avant. C'est parfois une chance de tomber sur un PN parce que ça vous permet de devenir qui vous êtes. Exactement.
Et c'est difficile à comprendre quand même. Alors, je vais quand même donner un autre exemple pour montrer que c'est vrai ce que je dis. Donc, la perte d'un enfant, je pense que c'est probablement la chose la plus difficile qui existe. C'est une famille qui a réussi, et c'est sûrement pas la seule. Ça veut dire que c'est possible. Là, sur l'histoire des PN, il y a un certain nombre de témoignages, n'est-ce pas? Et puis, là, je suis même tombée aussi sur une personne qui m'a rappelé, d'ailleurs Théo Curin aussi, des personnes quadri-amputées, et qui disent, non mais si c'était à refaire, en fait, je referais. Ouais. Alors que ça paraît inconcevable. Parce que qui je suis aujourd'hui, c'est tellement plus puissant que qui j'aurais été si j'avais pas vécu ça. C'est exactement ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Théo Curin, je lui ai jamais posé cette question, mais ce gars-là qui a eu une méningite étant tout petit, qui est quadri-amputé, mais qui maintenant traverse le lac Titicaca à la nage. Mais jamais il aurait fait ça s'il n'avait pas été quadri-amputé. Ouais. Et je suis tombée sur une vidéo d'une jeune femme qui avait eu le paludisme et qui était quadri-amputée et qui disait, texto, si c'était à refaire, je voudrais revivre ce que j'ai vécu. Ouais. Parce que je suis beaucoup plus puissante aujourd'hui. Et je suis aujourd'hui la personne que j'aurais toujours dû être, mais que je ne serais jamais devenue si je n'avais pas vécu ce drame. En fait, est-ce que tu penses que, moi, quand je reçois les victimes, par exemple, au cabinet, et qu'elles n'ont pas encore eu le réflexe d'aller voir un professionnel de santé, est-ce que... Parce que moi, j'ai le sentiment que c'est excessif, par exemple. Si je vais leur dire, vous savez ce que vous vivez là, par exemple, je trouve que c'est une chance parce que ça va vous permettre de devenir une meilleure personne. Mais je trouve que c'est excessif d'aller leur dire ça parce qu'à mon sens, à ce moment-là, elles sont pas capables de l'entendre. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me fais beaucoup rire parce qu'un jour, j'ai une amie qui a divorcé et je lui ai dit, prends ça pour une opportunité. Mes enfants m'ont dit, maman, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Alors, en réalité, je connaissais un peu son mari et je savais que voilà, c'était plutôt mieux pour elle qu'elle se sépare. Alors, c'est inaudible à un moment. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça vaut le coup de le glisser en disant, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en mesure de l'entendre et de l'imaginer. Mais sachez qu'il y a beaucoup de témoignages pour dire que quelque part, qui vous allez être après sera tellement plus vous que qui vous étiez avant, qu'en fait, ce voyage, il valait le coup d'être vécu. Et est-ce qu'on peut faire un deuil, par exemple, d'une personne ou d'une relation avec quelqu'un qui est resté vivant? Est-ce qu'on peut faire ce deuil sans transcendance? Je pense qu'il est incomplet. C'est-à-dire qu'en fait, la complétude du deuil, d'ailleurs, d'après la courbe de Kubler-Ross, comprend la transcendance. C'est-à-dire que sinon, on reste juste à un niveau d'acceptation. Ça peut être OK. Mais l'étape vraiment qui permet de vraiment bien vivre les choses, c'est d'aller jusqu'à la transcendance. Peut-être que ça vaut le coup, d'ailleurs, à toutes les personnes qui ont vécu un deuil et qui sont arrivées jusqu'au niveau d'acceptation, d'essayer d'aller faire peut-être ce saut-là en étant accompagnées. Parce que peut-être que ce saut-là, s'ils n'arrivent pas à le faire et qu'ils restent dans de l'acceptation, peut-être que c'est un peu dommage. Et j'entends que ça puisse paraître étonnant de se dire, on peut dépasser un deuil. Alors attention, on fait le deuil pas que de personnes, pas que de relations, on peut faire le deuil de plein de choses. Moi, je pensais à mon chat. Je suis toujours très triste, par exemple. Mon chat, il est mort quand j'avais, je sais plus, peut-être 15 ans. Je suis toujours très triste, alors que ça fait des années. Tu vas me dire, là, dans ces cas-là, j'ai pas fait la transcendance du deuil, alors que... Exact. Non, mais comment faire la transcendance du deuil d'un chat? Faut aller voir un thérapeute. C'est vrai? Bien sûr. Ah, c'est fou, ça. C'est fou. En fait, les animaux... je trouve qu'on est vachement, on peut être en tout cas énormément attaché, quoi. Ça peut être alors, exceptionnel. Peut-être que aussi la transcendance du deuil de ton chat, tu le feras dans une autre situation de deuil. Ouais, ok, d'accord. Bon, écoutez, je suis désolée, on va pas parler de moi. C'est fou, ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc voilà. Alors par contre, on vous a aussi quand même prévu dans la petite fiche que vous pourrez nous demander 4 petites actions faciles en fait pour commencer déjà à se lâcher prise. Parce que c'est bien joli de dire il faut ci, il faut ça. Évidemment, si vous voulez vraiment travailler en profondeur, être accompagné, c'est quand même la meilleure façon de le faire dans les meilleurs délais, on va dire, et dans les meilleures conditions, parce que travailler sur ses émotions sans être accompagné, on peut de temps en temps avoir des moments émotionnels qui ne sont pas forcément toujours faciles, et les vivre tout seul, c'est pas simple. Hein. Moi, je sais, quand on travaille en particulier sur du trauma, on peut avoir ce qu'on appelle des abréactions. Ça veut dire quoi, ça? C'est des réactions émotionnelles très fortes parce qu'il y a un moment de trauma qui se libère et tout d'un coup, j'ai pas compris là. On est genre submergé par ce qui est en train de se passer. Une abréaction, si vous la traversez sans avoir un thérapeute à côté de vous, vous risquez de passer un moment un peu déplaisant, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Et je dirais que c'est mieux de toute façon de le faire parce que une abréaction, on peut l'avoir, par exemple, on va dans un magasin, il y a une odeur et pam, tout d'un coup, ça rappelle un truc, ça libère un coup de trauma et bam, une abréaction.
Ah ah, youpi. Donc c'est pour ça que c'est important de temps en temps, quand on sait qu'on trimballe du trauma, d'aller voir un thérapeute. Ouais, Ça ok, évite d'accord. éventuellement des moments où là, on va pas pouvoir gérer, quoi. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ok. Alors après, parmi donc les étapes, ça va être d'aller déjà se reconnecter à ses émotions et d'aller les mettre noir sur blanc, ou d'aller aussi les partager avec des personnes, mais avec des personnes qui sont aptes à les Ouais, accueillir. c'est ce que tu disais tout Ça, à c'est l'heure. vraiment important. Nos émotions, c'est pas des patates chaudes qu'on doit filer au visage des gens en disant tiens, résous-moi ça. D'accord. Ça, c'est. Alors là, on est une personne non fréquentable. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pas forcément une bonne chose d'aller partager ses émotions avec ses parents pour faire le deuil de votre relation narcissique. Par exemple. exemple, pas forcément, mais ça peut être mauvais. Oui, par exemple, parce que parfois aussi, si on était dans une relation avec un pervers narcissique, c'est que parfois on avait aussi une famille assez C'est dysfonctionnelle. pour ça que je le dis. Donc voilà. Et d'ailleurs, on le voit souvent chez les victimes de pervers narcissiques, ils disent oh, mais je peux même pas retourner dans ma famille. J'ai pas ce port d'attache vers lequel aller me C'est ressourcer. fréquent. C'est fréquent. C'est très fréquent. Donc ça, on le sait. Et dans ces cas-là, il faut se créer sa propre tribu et il faut aussi devenir son propre port d'attache. Voilà. Bon. Alors, bien sûr que c'est important de parler de ses émotions négatives, mais c'est chouette aussi de pouvoir partager et de pouvoir exprimer, même par écrit, ses émotions positives. Parce que souvent, alors ça aussi c'est notre cerveau qui a été fait pour ça, on se souvient plus facilement des mauvais souvenirs que des bons et tout ça. Donc c'est important de cultiver ce qui est beau dans notre esprit et ce qui nous fait du bien. Ça c'est vraiment super Les important. carnets de gratitude. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah ben non, mais pire que ça. Moi, j'ai fait il y a un an et demi, à un moment où vraiment j'ai vécu des événements qui comportaient une dose d'adversité importante. J'ai fait un mois et demi de gratitude avec une méthode, mais c'est exceptionnel ce que ça m'a apporté. Ouais. Exceptionnel ce que ça m'a apporté. Donc, je remercie ce bouquin d'exister, je remercie cette technique d'avoir vu le jour et je me remercie de l'avoir mise en pratique. Exactement. Et après, en plus, je l'ai partagé à quelqu'un qui m'a remercié et qui m'a dit que j'étais probablement une des rencontres qui changeait une vie. Oh, Donc, c'est touchant. mais oui, donc ça veut bien dire, ça c'est de la transcendance, tu vois. Ouais, exactement. Ça c'est de la transcendance parce que c'est justement une expérience de vie éventuellement à un moment qui comprend beaucoup d'adversité, qui va faire qu'à un moment, tu vas amener les autres vers du bien-être et ça c'est de la transcendance. Voilà. Alors, ensuite, il faut aller stimuler aussi ces émotions positives. Donc, sortez, allez voir des choses qui sont belles, allez voir des choses qui vous font plaisir. Surtout quand on a vécu avec un pervers narcissique, on a tendance à pas bien connaître ses besoins. Donc, renouez avec vos besoins, retournez avec vos plaisirs. Faut se reconnecter à son corps aussi. Ça, c'est super. Arrêtez de voir des personnes que vous n'avez pas envie de voir. Oui, et alors, par exemple. il faut aussi essayer de ne pas trop fréquenter des gens hyper négatifs. Moi, je sais que j'ai une copine qui est Exactement. hyper négative. En général, quand je l'appelle, je tiens le téléphone à distance parce que sinon, c'est trop envahissant. Et au bout de 10 minutes où elle a dit quelque chose de négatif, je dis, bon alors, est-ce qu'il y a quelque chose de positif maintenant ? Voilà. Mais c'est son identité. C'est l'identité qu'elle décide pour l'instant d'avoir. Exactement. Donc, voilà, après... bon. Et donc évidemment, c'est pas ce genre de personne qu'on peut raconter quand on a quelque chose de compliqué parce qu'en fait, elle n'est pas en mesure de recevoir. Donc bon, c'est comme ça. Après, il faut cultiver les moments de flow, les moments où on fait une activité où là, on se rend même pas compte du temps qui passe. Et ça, c'est vraiment génial. Alors moi, je peux vous dire qu'il y a une activité qui m'a beaucoup aidé à certains moments, c'est la mosaïque. Ah, intéressant. Ah ouais. Alors ça, un truc de dingue. Bon, j'aimais déjà les puzzles quand j'étais petite, mais là c'est génial parce que plus c'est un puzzle créatif. Parce que du coup, en fait, on crée ce qu'on veut et en fait, on est tellement à regarder les petits détails du truc, les petits machins, à se dire, ok, ah, bah, celui-là, je vais le mettre ici. En fait, on pense à rien d'autre et tout d'un coup, on se dit, ah merde, il est déjà 10h30. Et ça fait vraiment du bien parce que c'est un moment où on a débranché le cerveau de tout le reste. Donc, on est dans le lâcher-prise sur tout ce que j'ai listé précédemment. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Lâcher avec le perfectionnisme, alors ça c'est super important. Lâcher avec l'impuissance acquise. Parfois il va falloir avoir besoin d'un accompagnement. Il y a des techniques qui vont aider. Par exemple, les TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales, vont vous aider à faire le premier pas, par exemple.
Le MDR et l'hypnose vont plus vous aider sur, par exemple, lâcher prise sur les croyances limitantes, sur les traumatismes, des choses comme ça, ou le FT aussi. Donc, il faut essayer de trouver, par exemple, si vous allez vers un accompagnant, essayer de trouver sur quoi vous avez le plus besoin de lâcher prise et trouver, du coup, la modalité qui va vous permettre le mieux de lâcher prise. Voilà. Et ensuite, il faut utiliser vos forces, vos talents, parce que vous en avez. Donc, il va falloir renouer avec ses forces et talents. En coaching, on va vraiment pouvoir faire déjà un état des valeurs. Parce qu'en général, c'est important aussi d'être en accord, de vivre en accord avec ses valeurs. Si on n'est pas bien, souvent, c'est qu'on vit avec certaines valeurs qui ne sont pas très bien nourries. Et puis, on va aller aussi voir quelles sont vos forces, vos talents, et voir, d'ailleurs, si on travaille sur la ligne de vie aussi, comment vous avez fait pour surmonter certains moments difficiles. Et parce que parfois, il y a des choses qu'on a faites à un moment, on a des ressources en nous, mais il faut juste simplement aller les réactiver. Ouais. Voilà, donc ça, on peut le faire aussi en hypnose, on peut le faire aussi en EFT, on peut le faire en coaching, voilà. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire dans les 3 modalités d'intervention différentes, mais ce qu'il y a, c'est que ça va être avec une entrée différente, mais c'est tout. Voilà. Et parmi les choses qui sont vraiment utiles, donc trouver la modalité d'intervention qui vous convient le mieux, c'est important. Trouvez évidemment aussi un accompagnant avec qui vous vous sentez à la fois dans de l'empathie, en confiance, et en même temps, vous avez l'impression que lui-même, il continue à travailler sur lui-même, parce que sinon, c'est pas une bonne idée. Et puis, il y a des outils où le but, c'est de vous amener vers de plus en plus d'autonomie dans votre propre prise en charge au quotidien. Parce que faire les gros changements accompagnés, c'est important, mais de pouvoir faire des petits ajustements au quotidien tout seul, c'est vraiment important. Aussi, ouais. Et là, il y a plein d'outils, le bonhomme allumette, les accords Toltec, il y a plein d'outils, le Ho'oponopono, il y a plein d'outils qu'on peut... On pourra en parler lors d'une autre vidéo, parce que j'en connais certains, mais je ne les connais pas tous. Et voilà. Donc voilà, je pense que là, on a fait un peu le tour du lâcher-prise. Je pense qu'on a fait un bon tour du lâcher-prise. Voilà. Et un dernier conseil sur, à mon sens, le lâcher-prise, pour moi, c'est même dans le lâcher-prise du conseil juridique. C'est ce que je vois souvent, c'est que les clients vont d'abord voir, par exemple, un avocat qui leur a été conseillé, qui leur a été recommandé, ou sous prétexte, qu'il a une spécialisation, par exemple, qui pourrait être un gage de confiance. Moi, j'ai envie de dire aux personnes qui sont victimes de pervers narcissiques d'arrêter d'écouter. Parce qu'elles ont passé leur temps à écouter les autres pour déterminer leur propre vie. Moi, j'ai envie de leur dire, écoutez-vous vous-même, s'il vous plaît, dans le choix de votre avocat. Prenez un avocat qui comprend les émotions. Faire une assignation, c'est bien, mais comprendre le fonctionnement, de l'emprise, comprendre les sentiments vécus par les victimes, c'est tout aussi essentiel que de savoir faire une assignation. Largement. Donc voilà, dernier point, à mon sens, important. S'écouter, oui, de toute façon, ça fera partie du processus de guérison émotionnelle. Exactement. Et d'autonomisation. Exactement. À mon sens, c'est absolument essentiel. C'était un plaisir. Ah ben, merci Héloïse. C'était riche encore une fois. Merci Muriel pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et pendant que j'y pense, si vous avez des idées de sujets, si vous voulez qu'on aborde des sujets, pensez à mettre un commentaire sous cette vidéo. J'y réponds. On y répond très régulièrement et on se fera un plaisir de traiter ce sujet. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Ciao. beaucoup. Merci Héloïse.